Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une figure incontournable du football français et marocain, formateur reconnu, ancien directeur du centre de formation de l'Olympique de Marseille, ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille et acteur majeur du développement du football au Maroc. Nous avons l'honneur de recevoir Nasser Largué. Nasser, bonjour. Bonjour Omar, et puis c'est toujours un plaisir de te suivre et d'avoir un débat avec toi autour du football en tant que passionnés tous les deux. Donc très heureux de partager ce moment avec toi. Plaisir partagé, c'est un honneur pour moi de te recevoir, de parler football. On avait fait une émission à l'époque de France 2 Provence et c'était à l'époque où tu étais directeur du centre de formation. Alors, en plus d'avoir l'honneur de te recevoir et que ce soit un plaisir, on est en plein dans l'actu. Et hier, il y a eu donc le match de Coupe du Monde, quart de finale, France-Maroc. Donc, je voulais avoir ton analyse sur ce match. D'abord, c'était un match pour moi qui était rempli d'émotions parce que d'un côté, j'ai une équipe de France pour laquelle je me suis identifié à un moment donné parce que j'étais formé par le système français pour arriver jusqu'à être formateur et entraîneur de jeunes. Et puis, mon pays, le Maroc, dans lequel je suis né, grandi. Et j'ai eu cette chance-là de pouvoir travailler 12 ans au Maroc pour le développement du football. Et puis voir ces deux nations s'affronter, c'est quelque chose d'exceptionnel. Après, au niveau de l'analyse, on doit pas se cacher la face. C'est que la France a toujours ce temps d'avance par rapport au football marocain. Le football marocain a énormément progressé ces dernières années, avec tous les entraîneurs qui sont passés, avec ce président qui est vraiment quelqu'un je dirais, de très engagé, avec aussi un roi qui donne beaucoup de son énergie et beaucoup de moyens pour le développement du sport et du football marocain. La France a cette capacité quand même de maintenir son niveau de performance depuis des années. Il est parmi je crois il doit être 2 ou 3 nations qui ont 3 années consécutives passé déjà par les demi-finales d'une Coupe du Monde, ce qui est exceptionnel, avec 2 étoiles sur son maillot et qui va chercher le 3e. Avec un potentiel offensif qui est énorme. Quand vous avez d'un côté Désiré, de l'autre côté Dembélé, avec Aoulizé qui est en train d'éblouir tout le monde et avec Mbappé qui est en train de montrer au monde entier sa vraie valeur, un vrai leader de cette équipe. Un milieu de terrain, on pensait qu'avec l'absence de Tchouaméni, peut-être qu'il allait avoir des petits problèmes avec un milieu de terrain composé de 3 joueurs vraiment exceptionnels marocains. Il y allait avoir peut-être une supériorité qui allait se créer, alors que non. 3 contre 2, ils ont été vraiment très performants. Et puis, derrière, ils ont été monstrueux. Même les latéraux, on avait quelques doutes. Ils ont muselé notre petit Brahim Diaz d'un côté, Al Khanous qui a été vraiment pendant cette Coupe du Monde merveilleux, qui n'a pas fait, je dirais, beaucoup d'actions avec Koundé de son côté. Donc voilà, la confrontation a été une confrontation qui était un petit peu indécise au début. Après, on a vu quand même une équipe du Maroc qui a manqué d'ambition comme elle l'a montré juste avant cette demi-finale. Et on est tombé contre une équipe de France qui a mérité sa victoire parce qu'elle était au rendez-vous. Et ce qui me surprend, mais agréablement, c'est que cette équipe de France, on a l'impression qu'elle en a encore sous la semelle et que c'est une équipe sur laquelle il faut compter pour le sacre final. Alors, tu as cité beaucoup de personnes, mais tu as oublié quelqu'un de très important, c'est Nasser Largué. Je ne dis pas ça parce que tu es là, mais tu as été quand même DTN du Maroc et tu as beaucoup œuvré justement pour la formation. Et aujourd'hui, je pense que le Maroc récolte ce que toi, tu as semé avec tous tes collaborateurs, toute ton équipe. Et c'est quand même important de le dire. Je le dis parce que par humilité, tu l'as pas dit, mais c'est important. Tu as quand même structuré, ça fait partie de ces hommes qui ont structuré le football marocain. Je rappelle, quart de finale de Coupe du Monde, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. En jeune, vous marchez ça marche très bien. J'ai vu ton interview dans la Provence où tu disais que tu t'es inspiré de là où ça marche. Oui, alors il faut rendre hommage, il faut rendre toujours à César ce qui appartient à César. C'est que le football marocain, il a commencé par une réflexion très judicieuse du roi du Maroc,
qui se posaient la question pourquoi le Maroc ne se qualifiait plus pour le deuxième tour des Coupes d'Afrique, pourquoi la Coupe du Monde nous échappait en termes de qualification, pourquoi les clubs n'arrivaient plus à performer dans les Champions League africaines. Il a eu l'idée, avec certaines personnes autour de lui, de dire mais on n'y arrivera pas s'il n'y a pas une formation préalable. On a des grands médecins parce qu'ils sont formés pour devenir médecins. On a de grands ingénieurs parce qu'ils sont formés en tant qu'ingénieurs. Mais si on veut avoir de grands joueurs qui performent sur le plan international, eh bien, il faut remettre la formation au goût du jour. Et vous le savez, nous en Afrique en général, dès que l'équipe nationale ne marche pas, on vire tous les entraîneurs, on vire le staff, on vire même des fois le président, on vire les joueurs. Mais la vision qu'il y avait à cette époque-là, en 2006, du Maroc, c'est de dire laissons de côté un peu l'équipe nationale, faisons en sorte de former le socle. C'est comme vous construisez une maison. Vous mettez d'abord les bases, vous mettez les murs, et ensuite vous avez le toit. Et le toit, c'est les équipes nationales. Et donc, on est parti là-dessus, d'où l'avènement de la première étage de la fusée, c'était l'Académie Mohamed VI de football. Donc, on a créé vraiment un modèle à la française, avec une détection, je dirais, de haut niveau, avec des éducateurs, des véritables formateurs, et avec surtout des infrastructures. Parce que pour moi, la réussite d'un club, la réussite d'un football dans un pays, elle dépend de deux choses, pas de trois, de deux. L'infrastructure et les ressources humaines. Des joueurs, vous en trouverez toujours. Vous avez des fois des talents qui passent pas et des joueurs moyens qui passent. Donc les joueurs, vous en trouverez. L'essentiel, c'est d'avoir des infrastructures. Et c'est ce qu'on a fait. Il y a eu l'infrastructure qui a été faite, c'est l'Académie Mohamed VI. On a recruté des ressources humaines compétentes. On est allé chercher des joueurs. Et c'est que du bonheur. Sur 57 joueurs avec lesquels j'ai travaillé pendant 7 ans, 47 sont devenus professionnels. 2 ont joué la Coupe du Monde au Qatar, en Russie avec Hervé Renard. 4 ont joué avec Walid Regragui en Coupe du Monde au Qatar. 5 ont gagné la médaille de bronze au JO de Paris. Et 6 ont gagné la dernière Coupe du Monde des moins de 20 ans au Chili. Donc ça veut dire qu'il y a eu une vision avec une stratégie qui était claire. Développons à l'intérieur de notre pays. Et entre parenthèses, comme j'ai eu la chance de passer 25 années dans les centres de formation en France, notamment Rouen, Cannes, Caen, Le Havre, Strasbourg. On va en parler, ouais. Je me disais, mais plus le temps passait, moi étant d'origine marocaine, je voyais que dans les centres de formation, il y avait beaucoup de binationaux, des Sénégalais, des Algériens, des Tunisiens. Et je me disais, mais comment se fait-il que je suis capable, nous sommes capables, les formateurs français, de développer ce type de joueurs en France et que nous ne sommes pas capables de le faire chez nous. Et il y a eu la bénédiction de Dieu, il y a eu cet appel de Sa Majesté, du cabinet de Sa Majesté pour me proposer ce projet. Pour moi, c'était un projet de vie. Donc, j'y suis allé. Donc, après les 7 années, j'ai eu une deuxième chance. C'est la deuxième, je dirais, étape de la fusée. C'était la fédération. La fédération pour laquelle j'étais DTN, grâce à Fouzi El Khaja, qui venait juste de se faire élire en 2014 en tant que président de la fédération. Il m'a donné cette chance-là de devenir DTN. J'ai eu la chance aussi de prendre avec moi, que Dieu a son âme, feu Jean-Pierre Morland, qui est venu avec moi, qui avait une grande expérience à la DTN française. Et là, on est parti sur l'étage suivant de la fusée, c'est celui de développer le football à l'échelle nationale, puisque l'académie, ce qu'il faut savoir, n'était liée ni à un club, ni à la fédération. C'était un projet privé de Sa Majesté qui voulait que ce soit un modèle pour le football marocain. Et ça comprend la nutrition, la scolarité. La scolarité. Naïef Aguerd, qui chez vous ici, c'est un pur produit depuis l'âge de 12 ans. Et vous avez vu comment il parle. C'est un gamin qui a eu le bac avec mention, qui a fait 2 ans universitaires, qui a commencé sa carrière au Maroc. Et donc, cette étape-là de la fédération nous a permis de généraliser ce concept-là. Et on a attaqué quelque chose qui était important, puisqu'on a parlé des ressources humaines, ce sont les entraîneurs. Donc, on a remodelé et retravaillé la formation des entraîneurs. On a demandé à la Confédération africaine de créer la première licence pro africaine. C'est le Maroc qui l'a organisée. Il y avait qui? Walid Regragui. Il y avait Tariq Skitiwi, médaille de bronze au JO. Il y avait Mouta, qui a fait une finale avec la Jordanie en Coupe d'Asie avec la Jordanie.
Il y avait Jamal Selami qui a qualifié la Jordanie pour la première fois à la Coupe du Monde. Donc voilà. Donc ces ressources humaines, on a axé là-dessus et on a développé, on a généralisé le développement dans toutes les régions du Maroc. Et aujourd'hui, le football est arrivé à ce niveau-là parce qu'il y a un travail de fond qui a été fait, grâce à Sa Majesté et ensuite grâce à ce président de la fédération. Est-ce que Nasser, alors je sais que peut-être ton humilité va t'empêcher de répondre à ma question. Est-ce que le football africain, dont tout le monde est unanime pour dire qu'il regorge de talents bruts, tu as parlé des binationaux, c'est un sujet intéressant parce qu'aujourd'hui, et on s'en réjouit, beaucoup de binationaux, notamment nés en France, optent pour le pays de son origine, et c'est très bien, ou l'origine de leurs parents. Est-ce que l'Afrique ne devrait pas, dans son ensemble, s'inspirer de ce que toi, tu as fait partie, ce que tu as fait avec toute ton équipe au Maroc pour développer ce football africain? Parce que quand on voit le parcours du Maroc à la Coupe du Monde, on voit le Sénégal qui a fait un beau parcours aussi. Il y a l'Algérie aussi qui a des super talents. Bon, le football africain, on a tous connu le Ghana, on se souvient, avec Abedji Pelé, le Nigeria. Bon, est-ce que justement l'Afrique ne devrait pas, en 2026, développer un peu comme toi tu as fait justement avec l'Académie Mohamed VI? Avant tout, Omar, il faut que nous, l'Afrique, on soit décomplexés. On pense qu'en Europe, tout est beau. On pense qu'en Amérique du Sud, tout est beau. Je parle du football, hein. Mais chez nous, c'est pas beau. C'est exceptionnel ce qu'il y a. Il y a vraiment, c'est du trésor. C'est une mine d'or dans notre pays. Des gamins jouent encore dans la rue. Des gamins encore fins. Des gamins, ils ont un potentiel à la fois technique et athlétique exceptionnel. Ils ont un mental, une personnalité très forte. Faisons en sorte, ce que j'ai dit tout à l'heure, juste de faire un minimum d'infrastructures. C'est ce que fait un peu le Sénégal. Le Sénégal avec Diambars, avec Génération Foot, ils ont créé, mais ça a été créé, je dirais, par exemple Génération Foot, je crois que c'est, je sais plus, c'est le FC Metz ou c'est l'Olympique Lyonnais. Non, c'est le FC Metz, c'est Génération Foot. Il y a Sacré-Cœur, c'est l'Olympique Lyonnais qui est allé créer quelque chose là-bas. Mais nous, en tant qu'Africains, sur notre territoire, on est capable de faire ça. Et bien sûr, il faut s'inspirer de ce qui se fait de mieux dans le monde. Sans avoir besoin qu'on vienne nous tendre la main. Je dis nous parce que je suis si tu n'as pas les compétences pour, oui, il faut appeler les compétences. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais les former en même temps. On avait pris l'option avec le président Larja de la fédération. Si jamais sur un poste, on n'a pas ce qu'il faut au Maroc, on fait venir un étranger et on lui colle un Marocain. Pendant 2-3 ans, il se forme. Après, l'Européen peut repartir et puis le Marocain prend le relais. Donc, moi, je reviens sur ce mot-là, il faut qu'on soit décomplexé. Nous avons des valeurs, nous avons du potentiel, croyons en nous. Aujourd'hui, pourquoi le Maroc arrive à ce niveau-là? Parce qu'il croit en lui, il croit en son potentiel. Et la preuve, aujourd'hui, le Maroc et le président de la fédération, il a pris l'option de confier les équipes nationales à des Marocains, qui soient binationaux. J'aime pas trop le mot binational. C'est des Marocains avant tout, c'est des Algériens avant tout, c'est des Tunisiens avant tout, c'est des Sénégalais. Pourquoi c'est pas les Européens qui disent tiens, c'est un binational? Il a éventuellement la nationalité française. Donc, il faut se considérer comme de nos origines. On doit être fier de ce qu'on est et on doit être fier de ce qu'on peut développer. La preuve, le Maroc aujourd'hui est un exemple. Justement, je vais revenir sur cette Coupe du Monde. Quand on voit le Maroc qui accroche le Brésil, qui élimine la Hollande, c'était impensable il y a encore quelques années, Nasser, ça. Je suis d'accord avec toi. C'est quand même, on parle de nations, sans faire offense à qui que ce soit, mais des grosses nations du football mondial. La Hollande, c'est Cruyff, c'est Van Basten, c'est Overmars, c'est voilà. Le Brésil, Ronaldo, Ronaldinho, et j'en passe. C'était inimaginable avant. Alors qu'aujourd'hui, le Maroc a montré que il avait sa place on l'a vu à la dernière Coupe du Monde, dans le dernier carré, et là, en quart de finale, bon, c'est contre la France quand même, c'est pas contre n'importe qui. Tu es quand même dans les 8 meilleurs mondiaux. Voilà. Tu es au classement FIFA, tu es 6e. Tu es à 2 doigts d'être 5e. C'est pas un problème. Et je suis content que tu parles de la Hollande. La Hollande a joué comment contre le Maroc? Ils ont joué comment? Ils jouaient à 5-4-1. J'ai jamais vu la Hollande jouer à 5-4-1. La Hollande de Cruyff, c'est d'avoir le ballon, d'être le plus haut possible,
d'embêter l'adversaire, de ne pas perdre le ballon. C'est quoi la devise de Cruyff? Cruyff, c'est avoir le ballon. Plus tu as le ballon, moins tu défends. Plus tu as le ballon, plus tu es dangereux par rapport à l'adversaire. Et puis à l'arrivée, il joue contre le Maroc, et ben la Hollande a eu peur du Maroc. Alors je suis très fier parce qu'on a respecté notre pays, le Maroc. L'adversaire a respecté notre pays. Et il a eu peur. Et à l'arrivée, qui c'est qui gagne? Eh ben c'est le Maroc. C'est ça, parce que quand on voit l'historique des Coupes du Monde, il y a eu des grands exploits. Comment ne pas penser, par exemple, à l'Algérie de Madjer qui avait battu l'Allemagne. Alors certes, ça remonte à très longtemps, mais ça reste un des gros exploits. Et surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas les prépas physiques, il n'y avait pas tout ce qu'il y a maintenant. On se souvient du Cameroun, de Roger Mila, qui avait battu l'Argentine d'un certain Diego Maradona. Donc, il y a eu des coups d'éclat qui n'étaient pas des hasards. C'était pas un hasard. Sauf que maintenant, il y a de la structure, et il y a du travail sur du long terme qui porte ses fruits, notamment comme toi tu as fait au Maroc. Et ça, on peut que s'en réjouir. Oui, on peut s'en réjouir. C'est vrai que quand tu fais l'historique, et j'aime bien qu'on se rappelle quand même un peu de l'histoire, il ne faut pas toujours regarder dans le rétroviseur, mais nos pays arrivaient à réaliser, le Maroc aussi a passé le premier tour, il a fait des merveilles dans certaines Coupes du Monde, mais c'était des générations spontanées. Tu avais une génération, la génération Madjer pour l'Algérie, la génération Krimo, la génération Timoumi, et donc qui ont performé parce que tu as une génération qui a été exceptionnelle à un moment donné. Mais aujourd'hui, là où on doit se réjouir, c'est, si on prend l'exemple du Maroc, qui est mon pays, il est en train de s'inscrire dans la durée. Il a été, avec 32 équipes, il a été dans les 4 meilleurs, 48 équipes, il est dans les 8 meilleurs, c'est-à-dire plus on élargit, un quart de finale correspond à une demi-finale par rapport au nombre de matchs que l'on a joués. Et puis, il y a eu une très bonne organisation de la CAN aussi, ça c'est important de le dire. Et puis, ça c'est... Qui permet de postuler pour organiser une Coupe du Monde. Un deuxième volet, c'est que nos pays africains, le Maroc est en train de donner l'exemple, mais l'Afrique est capable d'organiser des choses. Et effectivement, la CAN, dans l'organisation, encore une fois, on parle d'infrastructures, les infrastructures que propose un pays comme le Maroc, un pays arabe, un pays africain, montre qu'on n'a pas de complexe à avoir. On est capable de faire des choses fabuleuses. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que l'Afrique, et je suis content que tu puisses en parler, on a du potentiel, on a des capacités, faisons-nous confiance. Depuis toujours. Alors moi, il y a un jeune Marocain dont j'ai envie que tu me parles, parce que c'est un jeune qui m'intrigue autant qu'il m'éblouit, c'est Ayoub Bouadji. Quand on pense que Zidane, alors je ne trahis pas un secret, c'est public, est allé le voir et que lui-même n'a pas réussi à le convaincre de jouer pour l'équipe de France, parce que c'est ni un tabou, ni quelque chose de... Voilà. C'est un joueur extraordinaire. C'est un joueur aussi qui est en plus très intelligent, qui fait de brillantes études, j'ai vu ça. Et moi, je suis comme toi, c'est des choses qui me plaisent, quoi. Je veux dire, quand on n'est pas tous doués, moi le premier, pour faire des longues études, mais quand on a quelqu'un qui assimile le football avec les études, et j'en profite parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent dans cette émission, c'est super intéressant. Je voudrais que tu me parles de ce phénomène de 18 ans. Ayoub Bouadji. Oui, c'est un joueur plein d'intelligence, un joueur techniquement très bon. Il a gagné sa place très très tôt avec le LOSC, ce qui nous a permis, je n'étais pas dans les secrets de la fédération, moi je le suivais de loin, et donc la fédération a pris la peine de s'intéresser à lui. Techniquement, c'est vraiment très bon. On le voit, un joueur de 18 ans avec une maturité exceptionnelle. Il a un grand sens du jeu. Il sait comment se placer. Il a trouvé un équilibre dans cette équipe parce qu'il est arrivé tard dans cette équipe-là avec avec El Anaoui qui depuis déjà un moment était dans cette équipe-là. Il a trouvé sa place à côté de lui avec un Ounahi qui est à sa 2e Coupe du Monde. Ils ont formé un trio et ce trio-là s'est formé aussi grâce à l'intelligence de ce garçon-là. Il y a la compétence de ces 2 joueurs dont on a parlé, les 2 autres milieux, mais surtout lui. Il a su trouver sa place. Il a su donner un équilibre à cette équipe-là. Et puis quand on le voit jouer avec telle aisance, jamais peur de l'adversaire, toujours demander le ballon, même à la limite de nos 16,50 m, capable de distiller le ballon. Il y a chaque fois qu'il joue, il joue de façon très très juste. Donc pour moi, c'est vraiment un grand gain pour le Maroc, que ce garçon-là ait choisi très tôt à 18 ans le Maroc. Et en même temps, ça peut se comprendre. Parce qu'on doit se dire, oui, mais pourquoi il n'a pas choisi la France, etc. Mais c'est normal. La France a une telle richesse de joueurs. Je pense que le garçon
a dû avoir une réflexion. C'est comme je l'ai fait avec Hakimi. Hakimi, quand on l'a découvert à 16 ans, je raconterai après l'histoire, mais Boabdi, il a dû voir Tchouaméni, Rabiot, Kanté, Koné, tous ces milieux de terrain. Il dit, mais quand est-ce moi je vais jouer? Mais justement, Nasser, pardon de te couper, mais c'est intéressant ce que tu dis. Tant mieux pour le Maroc. Mais est-ce que la France, comme l'a dit Daniel Riolo sur RMC, n'a pas fait une très, très, très grande erreur en laissant partir quand même cette pépite? Alors, je sais pas, moi, je suis pas dans les petits secrets, mais peut-être qu'au Maroc, il a eu l'occasion de jouer une Coupe du Monde titulaire. Et peut-être qu'en France, on lui a dit justement, comme tu le dis si bien, il y a du monde. Mais est-ce que, objectivement, la France n'a pas fait une grande erreur, comme l'a dit Daniel Riolo sur RMC, de laisser partir cette pépite, hein, c'est pas un mot que j'affectionne, mais quand on le voit jouer, je veux dire, c'est à 18 ans quand même. Je pense que on pourra dire, c'est l'avenir qui nous dira s'ils ont fait une erreur ou pas. Si jamais la France ne fait plus de demi-finale, finale de Coupe du Monde, parce que leur milieu de terrain est un peu bancal, si demain le Maroc arrive en finale et que c'est grâce à Ayoub, et on l'espère, hein, bien sûr, à ce moment-là, on peut dire, tiens, rappelez-vous, la France a peut-être fait une erreur. Je pense qu'aujourd'hui, on peut pas incriminer la Fédération française. Déjà, ils ont fait les efforts parce qu'ils jouaient avec les équipes nationales de jeunes et qu'à un moment donné, il y a, je dirais, une décision à prendre. Tu confirmes que Zidane l'a rencontré? C'est ce que j'ai lu dans la presse. Ouais, c'est comme, je sais pas. C'est comme. Refuser Zidane, c'est quand même, comment dirais-je, ça arrive jamais, ça. Moi, Oui, c'est vrai que quand il y a un appel de Zidane, c'est comme Zidane. Surtout qu'il va pas voir n'importe qui, on va le dire clairement. Exactement. Ouais. Et après, le garçon, il pense à son avenir international et qui se dit peut-être que si je vais tout de suite, si je dois attendre ma place en équipe nationale, peut-être que je vais attendre 2034. Et qu'aujourd'hui, j'ai une opportunité en 2026 de jouer. Et il y a 2030, si je suis toujours performant, je vais jouer 2030, c'est ma deuxième Coupe du Monde. Et si je me qualifie, je pense que le Maroc se qualifiera encore pour la Coupe du Monde en Arabie Saoudite en 2034. Donc, je vais avoir, à mon âge, quand je vais arriver en 8 ans, je vais avoir joué quand même 3 Coupes du Monde. C'est quand même pas négligeable. Ah non, mais c'est sûr. Donc voilà. C'est la même chose qu'on avait fait avec Hakimi, parce qu'Hakimi, on l'avait eu, il était amoureux de l'équipe nationale. À un moment donné, l'Espagne est arrivée, ils l'ont découvert après nous. Et donc, à un moment donné, j'ai parlé avec lui, que sportif avec lui. Je lui ai dit, combien il y a de latéraux avec l'équipe d'Espagne? Il m'a dit, il y a Carvajal, il y a Nacho, il y a. Je dis, ça, c'est pour l'équipe première. Sans parler des autres, parce que lui, il était encore moins de 17 ans. Je lui ai dit, combien il y en a avec le Maroc? À l'époque, il y avait Nabil Dira, il y avait Chrétien. Nabil Dira avait une trentaine d'années. Nabil Chrétien n'était pas très loin. Le petit Chrétien n'était pas loin par rapport à l'âge. Je dis, le prochain, peut-être, c'est toi. Il avait à peine 17 ans et demi. Incroyable. Et il a compris que si le Maroc l'appelait en sélection A, il jouerait plus vite avec les A qu'avec l'Espagne. Tu savais, Nasser, à cette époque-là, toi qui l'as connu très jeune, Achraf Hakimi, qui serait, aujourd'hui, on peut dire qu'il est le meilleur au monde à son poste. En toute honnêteté, c'est pas de la fanfaronnade, c'est pas le manque d'humilité. Non. Mais quand je l'ai vu la première fois, c'était un stage qu'on avait fait. J'avais des recruteurs qui étaient en France, en Belgique, en Hollande et en Espagne. Et puis celui d'Espagne, il est fabuleux. C'est un garçon qui est exceptionnel, Rabia Takassa, qui a découvert ce joueur-là, qui me l'a présenté à l'âge de 16 ans. Et à cette époque-là, j'avais pris 24 joueurs formés au Maroc, 14 joueurs qui étaient formés en Europe, dans les différents pays dont j'ai parlé. J'ai fait un stage à Ploufragan, en Bretagne, avec ces gamins-là. On a fait 4 matchs amicaux. On a joué contre Lorient, on a joué contre Caen, on a joué contre Rennes, et on a fait un match contre le RDC, avec les moins de 17 ans. Et lui, il était avec nous. Il était ce qu'il est aujourd'hui, à 17 ans. Et le couloir, c'était à lui, capable de... On peut dire, Nasser, que c'est le meilleur au monde à son poste. Sans aucun chauvinisme, en état objectif. En toute objectivité, oui, c'est le meilleur. À son poste, c'est le meilleur. Il n'y a pas d'équivalent. Ah oui. Puis, j'ai eu la chance de croiser un jour Luis Enrique. Je lui ai dit, écoutez, vous avez un joueur que j'ai connu à l'âge de 17 ans. Il me dit, c'est un joueur. C'est un autre joueur. C'est exceptionnel. Voilà. Quant à Luis Enrique,
qui vous dit ça. Ah ben oui. C'est Non, quand et puis même on va pas se mentir, titulaire au Paris Saint-Germain, vice-capitaine. vice-capitaine, c'est un des cadres de l'équipe. Voilà. Quoi. Alors Nasser, on va parler de toi et de ta longue et belle histoire. Mais avant, je voulais te poser la question, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, un petit jeune marocain ou franco-marocain, ou même, je vais aller plus loin, franco-maghrébin, quand il voit que justement, il peut avoir sa chance, est-ce que c'est pas un bon signal, justement, tout ce qui est en train de se passer? Parce que, quoi qu'il en soit, le Maroc a fait une belle Coupe du Monde, hein, je l'ai dit. Le Brésil accroché, la Hollande sortie, ce qui était inimaginable il y a quelque temps. Les petits jeunes là qui regardent, qui vont regarder l'émission, qui vont t'entendre parler, qui savent ce que tu as fait, ce qui est fait au Maroc pour la formation. Est-ce que c'est pas un très bon signal aussi qu'on leur envoie de se dire, ben, demain je serai peut-être pas barré, je suis peut-être pas obligé de jouer pour un pays où j'aurai pas ma chance. Qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Oui, au jour d'aujourd'hui, ce qui se passe un petit peu en Afrique avec cette Coupe du Monde, avec les belles qualités maintenant des Coupes d'Afrique, ça va questionner les enfants. Questionner les enfants. Et je dirais, ils vont avoir le choix des riches. Parce que c'est des citoyens à part entière d'un pays, la France, la Belgique, la Hollande. Il y a du respect à avoir pour ces pays-là parce qu'ils les ont découverts. Moi, j'ai toujours respecté les pays dans lesquels il y avait nos compatriotes marocains. Moi, je me rappelle, même pour Hakimi, la première chose avant de le convoquer, je suis allé voir le Real Madrid. Je me suis assis avec le Real Madrid pour leur dire, écoutez, j'ai découvert un garçon dont les origines sont marocaines, on va le convoquer, il avait 16 ans, est-ce que ça vous dérange? Et puis ils m'ont dit non, pas de problème, on est complètement ouvert. Ils doivent s'en mordre les doigts aujourd'hui quand même d'être un peu passé à côté. Mais en même temps, moi étant formateur, je pense qu'ils doivent être fiers de voir ce joueur-là arriver au sommet. Après qu'il joue avec l'Espagne ou qu'il joue avec le Maroc, c'est sûr que les formateurs du Real Madrid aimeraient bien l'avoir dans l'équipe d'Espagne. Mais en même temps, ils doivent être très heureux de dire, tiens, on a formé quand même un joueur qui est en train d'être l'un des meilleurs joueurs au monde. Donc, qui joue avec l'une ou l'autre, je dirais, c'est quand même une fierté pour eux. Et donc, aujourd'hui, le garçon qui est né en Europe et qui a des origines africaines, je dis, il a le choix des riches. Je suis obligé de te parler de Lamine Yamal, oui, qui est d'origine marocaine. Alors, voilà, il y a un garçon... Qui a choisi l'Espagne, mais que peut-être demain, Lamine Yamal, il choisira de jouer pour le Maroc. Il avait été contact, parce que moi j'étais parti du Maroc, il a eu un contact, mais je pense que l'Espagne a été quand même réactif enfin, parce que quand ils ont vu qu'Hakimi était parti, qui est en train de performer, quand ils ont vu que Brahim Diaz, qui a joué avec les équipes nationales de jeunes, il est sorti des équipes nationales de jeunes pour aller avec l'équipe nationale du Maroc, il y a eu quand même un signal, le feu orange, avant qu'il soit rouge. Et de dire, tiens, peut-être que c'est le moment de pouvoir le prendre, parce que c'est vrai que c'est un extraterrestre, et il a fait le choix de l'Espagne. Et puis, au jour d'aujourd'hui, moi étant marocain, je supporte ce garçon-là. Je dis, bravo, petit, ce que tu es en train de faire. On aurait aimé que tu le fasses avec notre pays, mais tu es un garçon qui représente, même en mettant le maillot de l'équipe d'Espagne, tu représentes le Maroc. Donc voilà, donc on doit avoir quand même cette idée positive et il faut se mettre à la place de ces garçons-là. Mm-hmm. Moi, je disais toujours à ma fédération quand j'étais au Maroc, je disais, mais il ne faut pas s'offusquer. Moi, j'ai eu par exemple Boufal, Harit, pour venir avec les jeunes. Ils m'ont dit, coach, s'il vous plaît, laissez-nous le temps. On va continuer à se former avec les équipes nationales de jeunes quand on va être appelé. Le jour où l'équipe nationale A va nous appeler, on va avoir le temps de faire le choix. Et on a respecté. Et des gens me disaient, mais pourquoi tu les laisses? On va les perdre. J'ai dit, non. Il est né là-bas. Il parle français, ou hollandais, ou belge. Il respire l'air de ce pays-là. Il mange là-bas. Les clubs l'ont détecté. Les clubs l'ont formé. On n'a pas le droit de les bousculer et puis d'être fâché avec eux. Laissez-leur leur temps. Parce que je disais aux enfants, je dis, quand vous faites un choix, il y a deux façons de faire un choix. Il y a le cœur, il y a la raison. Le cœur, mes grands-parents, mon arrière-grand-père, il a émigré du pays, il est allé là-bas. J'ai une petite sensibilité. Parfois, il n'a jamais voyagé au pays. Donc, il ne connaît pas encore la culture, les habitudes et tout ça. Ou bien la raison, parce que ce pays-là qui m'a vu grandir, m'a vu naître, ne m'a pas convoqué en équipe nationale,
pour avoir une ligne supplémentaire sur mon CV, je vais choisir par défaut le Maroc. Je leur dis non, faites pas ça, surtout pas ça. Si vous le faites par le cœur, attention, parce qu'il y aura des moments difficiles sur le plan sportif. Vous allez nous reprocher, ouais, mais bon, vous allez reprocher à vos parents. C'est ce que Slimani disait, Islem Slimani, au sujet des Franco-Algériens qui choisissaient l'Algérie par dépit. C'est-à-dire qu'ils se disaient, bon, en France, avec Deschamps ou Zidane, je jouerai jamais, et ben, je vais jouer. Et on a vu quelqu'un comme Aouar, par exemple, qui était à la base en équipe de France, et qui, c'est pas le seul, hein. Toi, tu en penses quoi, justement, de ces joueurs binationaux, parce que c'est un sujet, je sais, qui passionne et qui intrigue aussi, qui finalement, parce que tu disais, il faut leur laisser, mais des fois ils font les mauvais choix, qui regrettent derrière. Puis après ils se font un peu laminer parce qu'ils disent ouais, mais tu étais avec la France, maintenant tu es avec l'Algérie ou le Maroc ou la Tunisie ou un autre pays. Bon, on parle surtout des pays maghrébins, mais il y a aussi des pays d'Afrique. C'est quand même aussi une difficulté. Quand tu fais un choix d'un maillot et puis tu changes par opportunisme, on va dire. Oui, c'est pour ça que je leur disais, moi, quand vous faites un choix, vous devez être convaincu à 100%. Si vous n'êtes pas convaincu à 100%, vous êtes convaincu qu'à 90%, laissez-vous le temps. Si c'est pas 100%, ne venez pas. Je leur disais, Hakimi, ça a été la même chose. Je dis, si tu es convaincu que ton cœur et ta raison sont alignés, viens. Parce qu'on n'aura pas de problème avec toi. Parce que même quand il a choisi le Maroc, Hervé Renard le mettait dans les tribunes, il mettait remplaçant, mais il n'avait que 18 ans. Mais quand il a confirmé, il s'est jamais fâché. Il a eu quelques doutes, mais il s'est jamais fâché aujourd'hui. C'est le capitaine de l'équipe nationale, il est extraordinaire. Donc c'est pour ça que je conseille à tous les jeunes qui sont binationaux, ayez une bonne réflexion. Et ne vous inquiétez pas, si vous choisissez le pays où vous êtes né, vous serez toujours supportés par vos pays. Et moi, c'est ce que je conseille aux pays. Ne mettez pas le conflit. Respectons le choix de ces enfants. Et on doit les supporter. Surtout s'ils ont fait le choix des jeunes, parce que jusqu'à 21 ans, tant qu'ils n'ont pas joué en équipe nationale A, ils peuvent changer de nationalité sportive. Mais pour nous, il faut les aider à la réflexion. Alors la règle, c'est quoi, Nasser? C'est important de ce que tu dis. Oui, comment ça se passe, par exemple, si un joueur, quel qu'il soit, choisit un pays en jeune, en espoir, par exemple, ou en sélection de jeunes, et puis décide pour X raison, de changer on parle pour les binationaux, de changer de maillot. Oui, tout simplement, c'est le joueur que dit la règle, en fait. La règle de la FIFA, elle est très claire. C'est tant qu'il n'a pas joué avec l'équipe nationale A, il a toujours le droit de changer. Même s'il a joué avec les Olympiques, il a joué avec les moins de 20, les moins de 17. La seule contrainte qu'ils peuvent avoir, supposons qu'il a joué, il a 16 ans, et puis il a joué avec les moins de 17 ans. Et qu'il s'aperçoit que ces moins de 17 ans ne sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde et choisit d'aller jouer au Maroc. Il n'a pas le droit. Pour la même compétition, moins de 17, il ne peut pas changer de nationalité. Par contre, il peut jouer avec les U20, il peut jouer avec les U23. Et s'il a décidé de faire tout le cursus de jeunes jusqu'au U23, tant qu'il n'a pas joué avec les A, il peut changer de nationalité sportive. S'il joue avec les A, c'est mort après. Et donc, c'est la fédération qui fait les démarches administratives vis-à-vis de la FIFA pour demander le changement de nationalité sportive. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. D'accord. Alors Nasser, on va parler de toi, de ta longue et belle histoire. Donc, tu es né au Maroc, à Sidi Slimane. Et donc, tu as été footballeur, tu as été, alors ça, moi j'aime bien, hein, tu as fait tes études au lycée Paul Valéry de Meknès. Et puis, tu es parti en France faire des études de pharmacie, microbiologie à l'université de Caen. Tiens donc, Caen, on y retrouve. En 82, donc, tu es prof de maths et de sciences naturelles au collège Thury-Harcourt dans le Calvados. Donc, c'est la Normandie, hein, c'est ça. Exact. Voilà. Puis, bon, tu es joueur. En 86, tu es entraîneur-joueur de l'équipe de Thury-Harcourt qui évolue en PH. Et puis, bon, tu passes tes diplômes, on l'a dit, tu diriges l'académie, donc Mohamed VI, et tu reviens déjà en 2014 tu viens au stade Malherbe de Caen pour t'occuper de la formation. Oui, j'ai toujours aimé le football. C'est vrai que je n'ai pas été professionnel, mais j'ai eu la chance de tomber sur des gens qui tendent la main. On a parlé tout à l'heure de la transmission. Il y a des gens qui m'ont transmis l'amour d'entraîner. Et pour entraîner, il fallait passer les diplômes. Donc, il y a des gens qui m'ont appris le cursus, comment il fallait passer ces diplômes. Et donc, comme j'étais en pharmacie, ça n'avait pas marché. Puis,
J'ai fait une licence et quelques certificats de maîtrise en microbiologie, biochimie alimentaire. J'en avais un petit peu marre de l'université. Donc, j'ai décidé d'être professeur de maths et sciences nat dans un collège, justement, à Thury-Harcourt, qui m'a recruté en tant que première expérience. En tant qu'entraîneur-joueur du club, je m'occupais des débutants jusqu'aux vétérans en jouant le week-end avec l'équipe première qui, à l'époque, jouait en première division district. On est monté en PH et on a fait un septième tour de Coupe de France. Et de fil en aiguille, j'ai appris, grâce à la partie enseignant, tout ce qui était pédagogique, comment faire aimer sa matière, comment faire aimer la discipline, comment faire passer des messages. Ça, c'est l'enseignement qui me l'a appris, et mon éducation au Maroc, bien sûr. Et puis, la notion du football, la France, c'est comme si je rentrais à l'école en primaire. L'initiateur, le premier degré, deuxième degré, le formateur, préparateur physique, et après, le Graal, le DEPF, et j'ai eu la chance de le passer avec deux anciens pensionnaires de l'Olympique de Marseille, avec Laurent Blanc et avec Bogossian. Donc j'ai deux anciens champions du monde. Et donc voilà, donc la carrière est la carrière d'éducateur avec des gens qui m'ont tendu la main, parce que il faut le dire, moi j'ai jusqu'à l'arrivée à l'ASCAN, je suis avec une carte de séjour. J'ai pas de nationalité française à l'époque, et donc j'ai été accepté en tant que véritable Marocain. Donc il n'y avait pas à se cacher binational ou pas binational. J'étais marocain, j'étais accepté dans l'écosystème de football, et je suis arrivé jusqu'à la licence pro. Et puis j'ai eu la chance de démarrer à Rouen. J'ai passé 6 ans à Rouen. Après les 6 années à Rouen, j'ai été recruté par un mec fabuleux, Guy Lacombe, qui était un mentor à la belle époque de l'ASCAN, où est passé les Zizou, les Vieira, etc. Donc j'ai travaillé 3 ans là-bas. Après ces 3 années, je suis retourné en Normandie, donc à Caen, où j'ai passé 3 années en tant que directeur et bien sûr entraîneur des réserves. À chaque fois, j'étais entraîneur en même temps. La Normandie, qui, je sais, chère à ton cœur, quand on est marocain, avec le soleil de Normandie, le soleil du Maroc, ça a dû être drôle. Effectivement, j'avais un prof qui me dit « Mais tu es fou, tu vas en Normandie, il pleut tout le temps. » J'étais heureux d'y être. Après Cannes, donc je suis revenu à Caen. Après Caen, 3 ans, Jean-François Domergue m'a recruté avec au Havre Athletic Club, où j'ai connu vraiment des phénomènes de joueurs, dont Steve Mandanda qui avait 17 ans, Lassana Diarra, Le Talek, Sinama Pongol, Guillaume Moirot, vraiment des monstres. Mamadou Niang aussi est passé par le Havre. Il est passé par le Havre, mais je ne l'ai pas connu au Havre. Et Souleymane Diawara aussi. Souleymane Diawara, oui, il était déjà avec l'équipe première, avec Chibonda, etc. Douchez, la liste est vraiment longue parce que le Havre a été vraiment un grand club formateur. Et après le Havre, j'ai atterri à Strasbourg grâce à Jackie Duguay-Perrault. Il y a Marc Keller. Je suis arrivé au centre de formation. Et après, j'ai eu un appel du Palais Royal ils ont vu mon cursus, ils ont vu que j'étais marocain. Et les 25 années passées dans la formation, ils m'ont demandé justement de travailler sur ce projet de l'académie. On est parti d'une feuille blanche. Après, il y a eu la direction technique. Donc, 7 ans avec l'académie, 5 années en tant que DTN. Et après, il y a eu l'arrivée dans cette ville qui m'a marqué, qui me marquera à jamais, c'est Marseille. Ouais, avec cette expérience à l'Olympique de Marseille. Je remercierai jamais assez Jacques-Henri Hérault et Andoni Zubizarreta qui m'ont demandé de venir, alors que j'avais à l'époque Nice et Rennes avec qui j'avais des contacts. Et puis le choix s'est fait très rapidement avec l'OM. Et je regrette pas, parce que ça a été une très très belle expérience. Et après les 3 années, il y a eu un petit peu divergence dans la politique future. Et puis j'ai fait le choix d'arrêter à l'Olympique de Marseille avec beaucoup de regrets. Je tiens à le dire très proprement. C'est ce qui te caractérise, c'est-à-dire que tu as fait le choix de partir, d'arrêter. À notre grand regret, d'ailleurs, quand j'ai mis sur mes réseaux, sur ma page Facebook, que j'allais avoir le plaisir de t'avoir comme invité, beaucoup de supporters olympiens ont dit qu'ils regrettaient ton départ, notamment de la formation, mais pas que, puisque, je vous rappelle, tu as pris quand même la suite de André Villas-Boas. Tu es un peu le Giroud marocain, en fait, quand on regardait. Parce que moi, je t'entends parler avec bonheur. Tu parles beaucoup de formation, de pédagogie. C'est ton côté aussi prof qui fait que c'est quelque chose d'éducation. On en a parlé avant l'émission. C'est quelque chose qui est en toi, en fait, qui est ancré en toi, que tu
Tu ne dissocies pas. Alors, je ne dissocie pas. Je dis toujours, comme vous vivez, vous entraînez. Quand vous entraînez, vous jouez. Il y a la notion de respect, le respect des valeurs qu'on galvaude aujourd'hui. C'est quoi les valeurs? C'est bonjour, c'est au revoir, c'est débarrasser sa table, c'est ranger sa chambre, c'est arriver à l'heure, c'est ramasser le matériel, c'est respecter. C'est déjà les fondamentaux de la vie. Vous la respectez, vous allez respecter l'arbitre, vous allez respecter l'adversaire, vous allez respecter l'institution, qui aujourd'hui, l'institution, on la perd. L'institution OM, l'institution tel club ou tel club, ça a perdu de sa force. Quand à l'époque, vous parliez de l'Olympique de Marseille ou la JOCR, Giroud est l'autorité. C'est le représentant de l'institution. L'OM à l'époque avec Bernard Tapie, ensuite avec, que Dieu a son âme, avec Pape Diouf, c'est l'institution. Gervais Martel à Lens. Voilà, Gervais Martel à Lens. À Lyon. Exactement. Loulou Nicolet à Montpellier. Exactement. Donc, Claude Bèze à Bordeaux. Exactement. Est-ce qu'il ne manque pas un Chen d'ailleurs? Mais bien sûr. Tous ces personnages charismatiques. Mais bien sûr que ça manque. Ça manque. Il faut définir un cadre dans les clubs. Et quand le joueur arrive ou l'entraîneur arrive, n'importe quel personnel il arrive, il rentre dans une institution. Et que l'institution est plus forte que nous tous. Parce qu'on n'est que de passage. Un entraîneur, il a une durée de vie peut-être de 3 à 6 ans. Les joueurs, la même chose. Et aujourd'hui, les joueurs sont encore plus impatients. Au bout de 2-3 ans, il veut partir. Au bout d'1 an, il veut partir. Donc l'institution est importante. Et donc cette notion de respect des valeurs est pour moi indissociable du travail que je fais en tant que formateur ou même entraîneur. Parce qu'entraîneur, j'ai eu cette chance de travailler pendant 2 mois entre Villas-Boas et Sampaoli. J'ai découvert quelque chose d'exceptionnel et j'ai été encore formé par ces joueurs-là. Et puis, on critiquait les Payet, on critiquait les Thauvin, on critiquait les joueurs, mais j'ai trouvé des gens formidables, humainement exceptionnels, avec le respect de la valeur du club. Qui ont dit du bien de toi aussi quand on lit leurs voilà, interviews. Et c'est des gars avec qui j'étais franc avec eux. J'ai pas été... C'est mon premier banc de touche chez les professionnels. J'ai jamais été joueur professionnel, mais par contre... Je connais vos parcours parce que j'étais dans la formation depuis des années. Donc, je sais chaque étape que vous avez passée. Vous êtes passé par l'école de foot, vous êtes passé par la préfo. Et j'avais cette chance d'avoir le capitaine Christian Mandanda que j'ai connu à l'âge de 17 ans au Havre. Et tu le retrouves à l'Olympique de Marseille. Et je le trouve à l'Olympique de Marseille qui est capitaine. Et donc, je connais vos parcours. Par contre, il faut revenir aux fondamentaux, c'est le respect. Et j'ai vécu 2 mois exceptionnels. Oui, parce qu'en plus, Nasser, sans te faire offense, ils auraient pu se dire, ouais, attends, moi je suis Payet, moi je suis Thauvin, c'est 2 internationaux. Bon, je dis ça parce que ça parle forcément aux supporters de l'OM. Thauvin, il a gagné la Coupe du Monde quand même avec l'équipe de France, même si c'était pas un titulaire, mais quand même. Payet, il a fait une carrière remarquable. Et ils avaient beaucoup de respect. Moi, je me rappelle très bien, puisque évidemment, je suis l'OM depuis ma naissance, de cette période-là où, malgré que c'était sauf erreur de ma part, c'était ta première expérience de coach de Ligue 1 et tu n'étais pas coach sans faire offense à d'autres clubs n'importe où. À l'OM. À l'Olympique de Marseille. Voilà, on connaît où l'espérance de vie des coachs, elle n'est pas. Voilà. Et entre Villas-Boas que tu as remplacé, Sampaoli que tu as remplacé très bien d'ailleurs. Et là, non, au contraire, on avait des mecs qui avaient beaucoup de respect pour toi et ça se voyait. Alors, on a... Il n'y a pas eu de polémique, il n'y a pas eu de... En gros, lui, je ne parle pas avec lui, qu'est-ce qu'il veut, d'où il sort. Pas du tout. C'était le contraire. Je vais vous donner 2 anecdotes. La première, c'est que André Villas-Boas arrête le mardi. Et le mercredi, on joue contre Lens. Il jette l'éponge. Et donc, je prends l'équipe le mercredi avec ces joueurs-là. Et donc, on devait partir la veille. On a décidé de partir que le matin. J'arrive à l'aéroport. Peut-être 30% des joueurs ne connaissaient pas, ils ne savaient pas qui j'étais. Et donc derrière, on a construit cette confiance dès la première causerie avec eux, de dire il faut juste revenir aux fondamentaux. Et ça s'est déclenché. Il y a eu un respect mutuel, et moi je les remercierai jamais assez. Et ils m'ont accueilli en leur disant, j'ai dit la vérité, vous savez, je suis le premier banc de touche avec vous. Mais ne vous inquiétez pas. Et vous vous rappelez, c'était une période extrêmement difficile parce que André jette l'éponge, les joueurs venaient de se faire agresser à la commanderie, Jacques-Henri Hérault est chahuté, avec obligé d'avoir de la sécurité auprès de lui parce qu'il y avait des menaces. Donc c'était en 1 semaine, 15 jours, c'était le feu. C'était très compliqué, ouais. Et donc on arrive et on apaise les choses parce que je leur dis, ne vous inquiétez pas. Si on était sur 4 défaites avec André Villas-Boas, je dis, vous savez, aujourd'hui, si on perd,
j'en assume la responsabilité parce que j'ai pas l'expérience du banc de touche des pros. Vous inquiétez pas. Moi, je vais vous protéger. Ils ont été formidables parce qu'ils sont dépouillés comme des chiffonniers. Ils sont revenus, ils ont retrouvé des fondamentaux. On n'a rien fait d'exceptionnel, mais on a rétabli la confiance. Ils sont revenus aux fondamentaux de travailler ensemble, de s'entraider. Surtout qu'on sait que Payet et Thauvin, c'était pas toujours le grand amour. Et pourtant, tu as réussi à composer avec. On a fait la connexion entre les deux. Et puis les deux, moi je disais à tous les joueurs, moi j'arrive, je suis sur une feuille blanche. Que celui qui a joué la Coupe du Monde, pas la Coupe du Monde, il a joué à Champions League, pas Champions League. On est sur la même ligne de départ. Nous sommes sur 4 défaites consécutives. Faisons en sorte qu'on travaille en équipe. Et on va y aller. Ne vous inquiétez pas, on sera là. Et en plus, comme on avait 3 matchs par semaine, c'était match après match. Donc, l'objectif, c'est de ramener de la confiance. Et ça a été pour moi vraiment une période formidable. Alors, puisqu'on parle de l'Olympique de Marseille, on va parler d'un lion de l'Atlas olympien, Unai. Alors, je sais que tu en as parlé dans l'équipe, dans la Provence. Unai, en sélection, il marche sur l'eau. Et en club, à l'OM notamment, ça a été plus compliqué. Et toi, tu as dit, alors tu me dis si je me trompe, qu'en gros, il aurait fallu lui donner un peu plus de temps. Oui. C'est un joueur qui a besoin de confiance. Il a besoin qu'on l'aime. Et puis, on sait très bien dans cette période-là, il y a eu un changement, il y a eu beaucoup de changements d'entraîneurs. Et il était apprécié par les entraîneurs, mais malheureusement, il y avait cette instabilité d'entraîneur qui rebattait les cartes. Donc, lui, on lui avait pas encore donné la totale confiance. Donc, il cherchait sa place. Après, il y a eu aussi le phénomène, il faut se le dire, le nombre de joueurs chaque saison qui changeait. Oui. Donc ça, c'était quand même une instabilité technique qui lui donnait pas la place qu'il méritait. Je pense que c'est un garçon, si on lui donne la confiance, si on lui donne la place qu'il mérite, la preuve au Maroc, il apparaît juste un peu avant la Coupe du Monde, quand il est à Angers. Il apparaît, je ne sais plus si c'est Walid Halilovic ou si c'est Regragui qui le convoque au début. Et depuis là, il n'est plus sorti de cette équipe-là. Et donc, aujourd'hui, il devient, quand il arrive en équipe nationale, il se sent chez lui. Il a toujours été bon avec le Maroc. Oui, il a toujours été bon. Et moi, je pense, et rappelez-vous, il y a 4 ans. Le début de ses apparitions avec l'OM, il est bon. Ouais. Il a même marqué, si vous vous rappelez, il marque une lucarne, ses premiers ballons qu'il a touchés. Et puis après, avec cette instabilité, eh ben, il a sa place, il a plus sa place. Et puis après, à un moment donné, il est dans le doute. Et c'est un garçon qui a besoin... Il y a des garçons comme ça. Il y a besoin qu'on les aime. Il y a besoin qu'on leur donne confiance. Et le Maroc, l'équipe nationale du Maroc, c'est sa petite maison. Surtout que lui, c'est pas quelqu'un en plus qui fait des polémiques, qui a des états d'âme dans la presse. On l'a jamais entendu râler sur le fait qu'il soit pas titulaire. En plus, il a un physique un peu atypique. Il est longiligne. Il aime le jeu. Il aime le jeu, voilà. Il aime jouer. Et il va jamais vous créer de problème, honnêtement. C'est un garçon, quand on l'a découvert à l'âge entre 10 et 12 ans, c'est un gamin qui était comme ça. Il jouait dans la rue, il jouait contre des adultes, et puis toujours à vouloir le ballon, toujours à vouloir récompenser ses copains par des passes. Il avait déjà quelque chose qui correspondait à l'Olympique de Marseille. Il a de la personnalité. C'est pas de la personnalité, la gouaille, de crier, mais pourquoi je joue pas, machin. C'est un garçon, quand il rentre sur le terrain, il se donne. Il va chercher les ballons, il n'a pas peur de l'adversaire. C'est pour moi une marque de forte personnalité. Alors, puisqu'on parle de l'Olympique de Marseille, comment tu expliques cette saison qui a été compliquée avec le point de départ, on en a souvent parlé dans cette émission, avec la bagarre Rabiot et Jonathan Rowe qui ont été virés tous les deux. Quand on voit la Coupe du Monde que fait Rabiot, on peut avoir que des regrets. Des joueurs quand même de classe internationale, je pense à Greenwood, je pense à Balerdi, qui, quoi qu'on en dise, il est quand même international argentin, Medina, Hochberg. Pourquoi ça n'a pas marché selon toi cette année l'Olympique de Marseille ? Bon. Alors que la saison d'avant, avec le remplacement des deux coachs... Je vais donner un avis qui est vraiment externe, donc il faut vraiment être à l'intérieur pour vraiment... analyser. Pour moi, c'est cette idée d'instabilité qui fait mal à l'Olympique de Marseille. Parce que, vous l'avez dit, tous ces joueurs que tu as cités, ce sont des joueurs de forte qualité. Et c'est pas parce qu'ils sont de forte qualité qu'ils vont former une équipe.
On prend juste notre concurrent, je dirais, le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, ils avaient Neymar, ils avaient Mbappé, ils avaient Messi. C'est exceptionnel. Et pourtant, c'est quand ils sont partis qu'ils ont gagné. Comment se fait-il qu'ils n'ont pas gagné la Champions League? C'est pas en additionnant des joueurs de haute valeur. Il faut une complémentarité. Donc, cette complémentarité, qui c'est qui doit la faire? Un, c'est l'institution. Nous, l'Olympique de Marseille, c'est quoi notre devise? C'est droit au but. On doit être une équipe qui doit de la personnalité, qui doit aller de l'avant, qui agresse l'adversaire positivement, je parle. J'aime bien parce que quand tu parles de l'OM, tu dis encore nous et ça fait chaud au cœur. Quoi, tu vois. Là, je suis marqué à vie. Ah ben, ça fait plaisir. Et donc, on doit aller vers l'avant, on doit aller vers le but. C'est ce qu'a donné toujours comme image cette équipe-là. Donc, quand on recrute des joueurs, on doit recruter avec cet état d'esprit, avec cette personnalité et des joueurs qui sont complémentaires pour y aller. Et je trouve que l'Olympique de Marseille a recruté des bons joueurs. C'est pas des mauvais joueurs. Mais par contre, est-ce qu'on a pris des joueurs qui pouvaient être complémentaires? Et la complémentarité, qui c'est qui va la faire? Il y a deux points qui peuvent faire la complémentarité. Un, c'est ce poids de l'institution qu'on n'a pas, qu'on a perdu et qu'il faut retrouver. Et la deuxième, c'est la stabilité des entraîneurs. L'entraîneur, c'est lui qui doit confectionner cette cohésion, cette idée directrice qui part. Le projet de jeu de l'entraîneur, ça doit être un projet de club. Et ce club a une particularité, c'est qu'il est ancré dans la ville. Il faut prendre la personnalité de cette ville-là. Que sont les Marseillais? Qui sont ces gens-là? Comment ils vivent ici? Et après, on va dire, tiens, notre club, on va le construire de telle manière. Et après, on va prendre l'entraîneur qui va correspondre à ce projet de club, qui va venir avec un projet de jeu qui est adapté à l'Olympique de Marseille. Mais justement, Nasser, quand il y a, pardon de te couper, mais quand il y a un directeur sportif, un président et un coach, en l'occurrence, De Zerbi, Benassia, Longoria, ça marche bien la première année et l'année suivante, ça marche pas bien, pour X raisons. Est-ce que justement, quand il y a trop de décideurs, ça peut être compliqué? Mais bien sûr, moi je le dis haut et fort. Quand vous dirigez un club avec 3 têtes, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que quand ça va pas, l'entraîneur va dire « Oh, Benatia ne m'a pas recruté les meilleurs joueurs. » Benatia peut dire « Oh, le président m'a pas donné les moyens d'avoir le meilleur joueur. » Benatia, il peut très bien dire le coach, il sait pas faire jouer les joueurs. Ça n'a jamais été, hein, donc c'est juste pour schématiser. Donc, c'est comme dans un club, vous allez dire, je donne, je dirais, la gestion du technique avec le directeur sportif, l'entraîneur et le responsable du centre. Qu'est-ce qui va se passer quand ça va bien? Quand ça va bien, ils vont tous manger ensemble, ils vont tous boire un coup ensemble, ils vont se congratuler, pas de problème. Par contre, quand ça va pas, le directeur du centre, il va dire, oh, pourquoi il ne prend pas mes joueurs du centre? L'entraîneur de l'équipe première, il dit, oh, le recruteur ne m'a pas ramené les bons joueurs, le directeur sportif. Oh, les jeunes du centre sont pas bons. Et ça va partir en vrille. Et donc, si vous avez une tête, vous donnez la responsabilité unique et finale à Benatia, que lui. Je suis sûr et certain que ça passera. Parce que Benatia a une forte personnalité. Benatia dit les choses vraies. Benatia a un bon réseau de recrutement. Faut-il derrière que le club, par son actionnaire et son président, définisse le projet du club? Parce que là, c'est parti après dans tous les sens. On a Benassia qui a voulu démissionner, qui a été rattrapé par l'actionnaire, qui lui a dit reste et qui lui demande encore apparemment, si c'est pas des fake news, de rester. On a un coach qui s'en va de lui-même, mais qui n'a pas été retenu. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que quand même, on aurait dû tout faire pour le garder, parce que De Zerbi, même si on lui reproche de changer tout le temps de compo, il a fait quand même du bon travail. Et on a vu après ce que c'est devenu. On a un président qui a multiplié les transferts. On ne comprenait plus, nous, supporters. Alors là, je me mets dans la peau du supporter. On ne comprenait plus un joueur qui venait, qui restait 6 mois, qu'on transférait. Et à la fin, tu parlais de stabilité. Et il n'y a plus de stabilité. Et puis après, on ne sait plus qui commande. On ne sait plus où on va, quelle est la ligne. Là, sans compter maintenant, il y a les problèmes financiers de la DNCG. On va être obligé de vendre nos meilleurs joueurs. C'est quand même... alors qu'un an avant, on fêtait la qualif en Ligue des Champions. Et on avait de bons espoirs. Comment tu interprètes ça, toi, quand tu vois ce gâchis? Parce que c'est un gâchis, finalement. Parce que tu parlais de Benassia. Benassia, il a des compétences. Il a fait venir quand même des gens comme Rabiot. En même temps, il y a eu aussi des erreurs faites de son côté, comme du côté du président. Comment tu expliques
qu'un trio qui a bien fonctionné la première année, l'année suivante, c'est parti dans tous les sens. Bah, encore une fois, bon, c'est pas beauté en touche, il faudrait être avec eux pour expliquer. Mais aujourd'hui, c'est parce que les responsabilités ne sont pas partagées. C'est-à-dire que chacun a la totalité des responsabilités. Peut-être que le président, il avait complètement la possibilité de détecter, de recruter, de faire signer des joueurs, au même titre que le directeur sportif qui a la même fonction. Dès que vous avez les mêmes fonctions chez plusieurs personnes, et ben à un moment donné, il y a télescopage. Donc, il faut absolument avoir une tête de pont et de définir les responsabilités. C'est ce que des fois j'appelle, pour ça je répète souvent l'institution, il faut définir un cadre à l'intérieur d'un club. Je vais vous donner une petite anecdote, j'aime bien les anecdotes. J'avais lu dans France Football à l'époque une interview de Bilardo. Le journaliste dit à Bilardo, qui était l'entraîneur de l'équipe d'Argentine, si vous vous rappelez, il lui dit, mais comment vous gérez le cas Maradona? Il le regarde et dit, Maradona, c'est l'artiste. Vous savez, Picasso, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait avant de peindre? Il met un cadre. À l'intérieur du cadre, il met sa toile. Et après, il sort des tableaux qui valent des milliards. Maradona est un artiste. Par contre, Maradona, je définis un cadre pour lui. Le cadre, c'est le rectangle vert. Et je dis, tu vois, aujourd'hui, je vais te positionner tes 10 joueurs de telle façon. Voici la stratégie de jeu. Quand tu connais le cadre, eh ben, à l'intérieur, tu fais comme tu veux. Tu fais gagner l'équipe. Voilà. Donc, j'ai défini un cadre. Si jamais il sort du cadre, il est mort. C'est intéressant ce que tu dis, parce que on parle de Maradona, je peux te parler aussi de Ronaldinho. On sait tous à l'époque de Fernandez que Luis Fernandez, quand il jouait à Paris à l'époque, il se tirait les cheveux, parce qu'on connaît les Brésiliens, c'est des fêtards, ils sont capables d'être jusqu'à 8 heures du matin en boîte de nuit et à 9 heures au centre d'entraînement. Comment on gère quand on a une superstar, je parle de superstar, quand il s'appelle Maradona, Ronaldinho, quelqu'un comme toi qui est à cheval sur le respect, la discipline, quand quelqu'un il arrive en retard à l'entraînement, mais c'est un joueur que tu peux pas t'en passer véritablement. Alors Luis Fernandez, il avait voulu à l'époque, tu dois t'en souvenir, faire un bras de fer qu'il avait perdu, puisque finalement il était allé à Barcelone et c'est là qu'il a explosé. Et tout le monde à l'époque disait il allait dire qu'il était en France, etc. Comment on fait quand on a une méga star, mais qui respecte pas, qui est pas dans le fameux cadre dont tu parles? Comment on gère ça? D'abord, il faut l'expliquer, ce cadre-là. Il faut l'expliquer aux joueurs. Moi, je me rappelle, il y a un entraîneur de Première Ligue, quand il recrute un joueur, il s'assoit avec lui, bien sûr, avec ses agents, il discute du contrat, voilà, je veux ça, je veux la maison, je veux la voiture. Donc, quand il finit avec le joueur, il dit, bon, on est d'accord sur le contrat? Oui. Par contre, voilà. Il lui sort un autre papier, il lui dit, voilà les règles de chez moi. Ça, c'était droit, et ça, c'est les devoirs. Est-ce que tu es d'accord avec les devoirs? Voilà les règles. Voilà le fameux cadre. Il lui dit, tu es d'accord avec le cadre? Il dit, ben oui, parce qu'il vient de parler du contrat. Il veut le contrat parce qu'il a tout obtenu. Ben, il dit, on signe d'abord ça et ensuite on signe ça. Mais c'est pas toujours respecté. Tu prends par exemple... non, attends, je vais vous donner un exemple. Ouais. Ce truc-là, alors je ne sais pas s'il l'a fait. Est-ce que vous avez déjà eu vent d'un problème à Arsenal avec Arsène Wenger? Arsène Wenger? Non, pas ma connaissance, non. Qui c'est qu'il avait comme joueur? Il avait Anelka, c'est pas un garçon à forte personnalité. Mais il était jeune à l'époque. Oui, mais il était jeune, mais c'était une forte personnalité. Oui. C'est à Madrid qu'il a commencé à avoir des problèmes. Il y avait Thierry Henry, forte personnalité. Ouais. Il y avait plein de joueurs comme ça, mais jamais on a entendu un problème Arsenal. Parce qu'il y a une institution, il y a des règles. Moi, par rapport à ta question, et notamment Ronaldinho, etc. C'est compliqué, Nasser. Quand il y a un Hatem Ben Arfa, par exemple. Il ne faut pas être rigide, parce que je vais vous raconter l'histoire, et ce n'est pas un secret, parce qu'il en a parlé sous les Diawara. L'histoire de Gasset. De Gasset. Ouais, c'est extraordinaire. Et voilà, Gasset, il a compris. Gasset, c'est exceptionnel. J'ai eu la chance, que Dieu a son âme, c'était un véritable ami, parce que je l'ai croisé quand j'étais ma première période de directeur à Caen. J'allais partir de Caen, il arrivait, lui, à Caen pour faire le sapeur-pompier pour le club, on n'était pas très bien. Et ce mec-là, il est d'une intelligence exceptionnelle. Il a un joueur qui s'appelle Souleymane Diawara qui aime faire la fête. Mais le jour du match, il est exceptionnel. Et un jour, il vient au match, il est nul. Et il dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Je ne suis pas sorti. Eh bien, continue à sortir. Ouais. Bon.
Tu peux pas le faire à tous Alors, les joueurs comme ça, mais avec le respect que je te dois, je voulais guillemets, il lui avait dit reprends ta vie de bâtard. C'était les mots de Gasset. oui. Et Diawara avait repris sa vie et il avait même marqué Bordeaux à gagné. C'était l'époque de. Après- et son agent lui avait dit attention, c'est Laurent Blanc. Mais quand tu regarde, par exemple, un joueur très talentueux, mais qui était particulier, Hatem Ben Arfa. Tous les amoureux de football ont aimé Hatem Ben Arfa parce que, bon, certains l'ont comparé à Maradona, moi, j'irai pas jusque-là, mais c'était un joyau. Quand tu as un Hatem Ben Arfa qui a multiplié les clubs, qui a multiplié. Oh, les frasques, pas, mais c'est quand même un joueur dur à gérer. Est-ce que tu lui dis, comme tu dirais à un Diawara, bon, fais ce que tu veux, mais sois bon, ou est-ce que tu es quand même obligé de serrer, de cadrer, de. Non, encore une fois, il faut mettre des règles et en même temps, il faut dire que. Mais s'il sort on des gère- règles, tu Non. fais comment? S'il sort des règles et qu'il perturbe le collectif, il sort. S'il bonifie. Peu importe le talent. Non, peu importe le talent. Non. S'il m'enchaîne des défaites et des défaites, peu importe le talent, il dégage. Parce qu'il perturbe. Par contre, s'il est performant et qu'il bonifie l'équipe et qu'il fait gagner l'équipe, c'est sa vie. Il va, au lieu d'avoir une durée, je dirais, de carrière de 20 ans, il va avoir une carrière peut-être que de 10 ans, de 12 ans. Et je vais l'éduquer là-dessus. Et quand je dis éduquer, c'est aussi une part de responsabilité des formateurs. Parce que les formateurs, à un moment donné, parfois, pas toujours bien sûr, mais parfois, on favorise cet état d'esprit. Parce que votre meilleur joueur, votre talent, vous lui passez plein de choses quand il est jeune. C'est pas grave, il est bon, il fait gagner les moins 17, et on va pas au fond des choses avec lui. Attention, l'éducation, c'est au départ. C'est Ça comme commence même en amateur, ça. Ce que tu et dis. oui, et c'est à partir de là, chez les jeunes, on doit essayer de commencer à leur faire prendre conscience que le football est un métier et que ce métier, tu peux l'avoir, tu peux faire une durée de vie de 7 ans comme tu peux faire une durée de 15-20 ans. Mais voici les règles pour 20 ans. Tu veux faire que 7 ans? Continue avec tes bêtises. Mais Roi Nasser, par exemple, on a souvent parlé d'une génération que tu connais très bien, la fameuse génération 87, où on a dit que c'était des enfants gâtés, pourris, mais bourrés de talent. Nasri, Benzema, Ben Arfa, Menez. Tu t'aperçois que même avec le talent, même le cadre que tu peux fixer, des fois c'est compliqué. Malgré qu'ils ont fait tous de superbes carrières. Encore une fois, c'est parce que c'est le départ. Parce que j'ai vu beaucoup d'éducateurs avec des joueurs talentueux ne les utiliser que pour leur talent. Mais le talent sans travail, et Zizou le dit lui-même, il dit le talent sans le travail, on n'y arrive à rien. Donc il faut être encore 2 fois plus exigeant avec ces joueurs-là. Il faut les garder après l'entraînement encore plus. Il faut, excusez-moi du terme, il faut les faire chier plus. Parce que c'est une carrière à long terme. Moi, par exemple, il y a eu des garçons que j'ai eu à l'académie qui sont pleins de talent. Mais on faisait des entraînements à 6h30 du matin, il y a 4h de l'après-midi. Et les gamins, ils étaient là, ils travaillaient. Je leur disais, mais sans le travail, on n'y arrivera à rien, malgré votre talent. Et à l'arrivée, c'est que ça qui va les faire prendre conscience que ce que c'est que être professionnel. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, malheureusement, et je profite, et merci de me donner la parole pour ça. Bon, il y a beaucoup de jeunes joueurs et de familles qui pensent que leur enfant est professionnel par le statut. Parce qu'il a signé en bas d'un contrat aspirant, stagiaire, professionnel, ça y est, les professionnels. Non. C'est ta carrière, ce que tu fais sur le terrain qui te donne un statut. Et non pas le statut qui te donne le droit d'être un joueur. Et aujourd'hui, on a basculé. Même dans le monde amateur, quand vous récupérez des joueurs, il va vous dire combien tu me donnes. Exactement. Et ça, c'est un sujet, on va en parler. Je voulais absolument en parler avec toi. Je vais rappeler rapidement, parce que tu as quand même, je le disais en début d'émission, un parcours quand même qui est quand même exceptionnel. Tu as été alors directeur du centre de formation du FC Rouen, de l'AS Cannes, du Stade Malherbe de Caen, où tu es revenu, entraîneur de la réserve du Havre, recruteur puis directeur du centre de formation de Strasbourg, directeur technique de l'Académie Mohamed VI, directeur du centre de formation de Caen, où tu es revenu, directeur de DTN du Maroc, directeur du centre et entraîneur par intérim de l'Olympique de Marseille, DTN de l'Arabie Saoudite et vice-président, donc on y vient, du stade Malherbe de Caen, dont les propriétaires sont la famille Mbappé, c'est ce qu'on peut dire. Et tu vas travailler avec donc Mathieu Baudemer, qui est un ancien professionnel. Alors, comment ça va se passer justement? Tout à l'heure, on parlait de l'Olympique de Marseille avec ce trio
qui a bien fonctionné au début et qui après, on va le dire clairement, hein, je veux dire, c'est ni un secret, c'est factuel, qui s'est cassé les dents juste après. Toi, avec Mathieu Bodmer, comment ça va? Bon, ça a été un choix de travailler ensemble, évidemment. Comment ça va se passer au Stade Malherbe de Caen? Je sais qu'il y a des ambitions pour faire remonter le club. Les choses sont très claires. Donc, on a, je dirais, un propriétaire qui est la famille Mbappé. Il y a un président qui s'appelle Ziad Hamoud, qui est le président. Et il a fait le choix de me prendre comme vice-président chargé du technique. Et du technique, c'est de l'école de foot jusqu'au professionnel. Justement, pour mettre ce cadre-là, pour avoir une méthodologie unifiée, pour se connecter avec l'entraîneur de l'équipe première, quel type de joueur il souhaiterait par rapport à son projet de jeu, etc. Donc, unifier, avoir une même ligne directrice de travail avec le respect de l'institution qui sera le Stade Malherbe, dont le propriétaire est la famille Mbappé. Et Mathieu, pour moi, c'est un trésor. C'est un trésor parce que quand on voit ce qu'il a fait en tant que joueur, mais surtout ce qu'il a fait avec Le Havre, qui n'a pas beaucoup de moyens, qui est arrivé à la faire monter, à la faire maintenir 3 années consécutives, avec très peu de moyens, avec des idées nouvelles, en s'appuyant sur la formation. Et le Stade Malherbe-Caen, c'est son patrimoine, c'est aussi la formation. Donc lui, il va voir la délégation de tout ce qui est football de haut niveau, des professionnels, sur la formation, ça sera sa responsabilité. Le recrutement aussi. Bien sûr, le recrutement, il a 2 gars avec lui qui sont formidables, Mohamed El Karaz et puis Julien Monoki, qui sont vraiment 2 gars qui le suivent depuis des années. Ils font vraiment un trio exceptionnel. Donc, ils auront vraiment cette responsabilité au niveau de la détection, du recrutement des meilleurs joueurs, en accord avec Gaël Clichy, qui est vraiment un très bon entraîneur de demain et qui fait vraiment qui a été un super joueur aussi. Qui a été un super joueur. Qui a joué à Arsenal. Et je vais vous donner 2 anecdotes pour encore. C'est que Gaël Clichy, quand j'étais à l'AS Cannes, je partais en 98, je démissionnais de l'AS Cannes et ça a été le dernier joueur que j'ai validé pour signer à Cannes, c'était Gaël Clichy. Que j'ai failli retrouver quand j'étais au Havre parce que Jean-François Domer voulait le recruter. On a discuté avec les parents et à l'arrivée, il a signé à Arsenal, de Cannes à Arsenal. Et Mathieu Bodmer, quand je signe de Cannes, je signe à Caen, Mathieu Bodmer est avec les moins de 17 ans. Et je vois un gamin vraiment élégant. Et au bout de quelques mois, il est avec moi à 16 ans avec l'équipe réserve. Il devient mon capitaine d'équipe de la réserve. Et il fait sa carrière professionnelle. Et là, je le retrouve en 98. On en revient toujours à ce mot transmission. Exactement. Et la transmission, ça n'a pas de prix. Alors, je rappelle, on en parlait en aparté avant l'émission, que tu as eu quand même de sacrés joueurs en jeune. On a parlé de Zebina, on a parlé de Luxin, on a parlé de Mikou, Johan Mikou. Mikou était déjà chez les pros. Hein. Je n'étais pas dans la structure d'entraînement, mais c'est vrai que j'ai hérité dans certains clubs. Si je prends Rouen, il y a eu les Franck Hez, il y a eu Orlaville. Quand je suis arrivé, ils commençaient à faire leur début avec les professionnels. Richard Désiré, qui est devenu entraîneur, mais vraiment de la qualité. Quand je suis arrivé à Cannes, j'ai trouvé des extraterrestres avec les Luxin, les Zibina, les Mouret, Breza, Sébastien Frey. Vraiment, c'était du régal. Quand je suis revenu à Caen, j'avais des Benoît Costil, il y avait Mathieu Bodmer, il y avait Bernard Mendy. C'était vraiment Elliot Grandin qui a fait aussi une carrière en Angleterre. Donc, qui a joué à l'OM aussi. Ouais, et puis après, au Havre, alors là, au Havre, c'était le Graal avec Steve Mandanda, il y avait Carlos Kameni, il y avait Duchesne qui était déjà avec l'équipe première, il y avait Souley Diawara, Chebonda, Digard. J'ai été au Havre à l'époque où j'avais un joueur qui s'appelait Stéphane Hassan, que tout le monde connaît à Marseille sous le nom de Turbo. C'est un petit Marseille, le Havre. En plus, il y a un port. Ah ouais, c'est chaleureux. C'est donc voilà, la Cavée Verte, je crois que ça s'appelait le centre. Le centre de formation, la Cavée Verte. Voilà. Et puis à Saint-Laurent-de-Bréverdent, le centre d'entraînement des pros, il y a eu Guillaume Moirot. À l'époque où j'y étais, il y avait Franck Salle, je ne sais pas si tu l'as connu. Oui, Franck Salle au niveau du recrutement, éducateur. Et puis ensuite, à Strasbourg, il y avait un garçon comme Kevin Gamero, par exemple, avec un des frères Fatih qui était là. Il y avait Habib Belaïd, il y avait vraiment des joueurs qu'on voit dans le reportage à la Clairefontaine à l'époque, avec exactement. la génération Ben Arfa, il y a Abou Djabi,
qui est un reportage extraordinaire oui, et puis que comme je recommande. tu le soulignais par rapport aux joueurs, là aussi, il faut rendre la notion de transmission. C'est vrai que la transmission, on l'a fait du formateur, éducateur qu'on est vers les joueurs, mais la transmission se fait aussi des joueurs vers les formateurs. Moi, je le dis, je le répète, et c'est vraiment sincère, que dans ma carrière et dans mon développement, il y a eu la transmission de la part d'entraîneurs et de formateurs qui m'ont tendu la main pour venir travailler avec eux. Et puis derrière, il y a eu aussi les joueurs qui vous ont donné confiance de ce que vous êtes en tant qu'éducateur. Et donc, c'est là où ça match. Et que eux vous écoutent. Et que vous êtes à leur écoute. Parce que c'est pas évident, hein, Nasser, quand même, à l'heure actuelle, où quand même de parler à certains joueurs qui ont quand même un ego surdimensionné, il faut le dire, quoi. Je veux dire, quand on le voit, par exemple, je vais prendre un des plus grands clubs du monde, le Real de Madrid, Xabi Alonso, c'était compliqué pour lui, quand même. Pourtant, c'est quand même un joueur qui a une carrière qui parle pour lui. Il y a eu des coachs où ça n'a pas matché du tout. Hein. Si je remonte à l'époque de quelqu'un comme Benitez, qui est quand même quelqu'un un grand monsieur du football. Donc, c'est pas évident de se faire... c'est même pas accepté. C'est que ton discours, il soit validé par je suis d'accord. Je suis d'accord à 100%. Après, moi, la question que je me pose, est-ce que la direction du club a fait le bon choix de l'entraîneur qui va venir, je dirais, épouser ce projet de club? Il y a des entraîneurs qui sont faits pour un club et puis ils performent, ils vont dans un autre club et puis ils ne performent pas. Ça matche pas, ouais. C'est pas parce que c'est un mauvais entraîneur, c'est parce que tout simplement, l'environnement et le contexte de ce club-là ne matchent pas avec cet entraîneur ou ces joueurs-là. Alors, est-ce que, toi qui es formateur de métier, est-ce qu'un talent, ça se repère ou ça se construit selon toi? Non, un talent, ça se repère. Une carrière, ça se construit à partir du talent. C'est voir un peu quelles sont les qualités de ce joueur. Il peut avoir sur le plan technique, sur le plan tactique, sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan de la personnalité. Donc, il faut voir le personnage dans son entier. D'accord ? Et ensuite, on essaie de voir quels sont les facteurs limitants pour son développement et comment on peut le corriger. Je sais qu'avec les joueurs, je faisais des bilans trimestriels avec les joueurs. Leur dire à l'instant T aujourd'hui, voilà comment tu es techniquement, tactiquement, physiquement, mentalement. Tu peux parler dans le micro. Merci. Je définissais avec le garçon, quand je faisais mes bilans trimestriels, où est-ce qu'il en est sur le plan technique, tactique, physique et mental, juste par des repères. Très bien, moyen, insuffisant. Ça faisait un genre de suivi sur le long terme. Comme les bulletins scolaires. Comme à l'école, voilà. On en revient toujours pareil. Exactement. Et on disait aux joueurs, voilà, ici tu es moyen. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour le prochain trimestre pour améliorer? Et on construisait ensemble le projet du prochain trimestre. Et on travaillait avec lui. Donc pour moi, le talent, c'est quelque chose d'inné. Et après, il y a la notion du travail. Faut-il que le formateur comprenne le joueur? Savoir où est-ce qu'il veut lui aller. D'abord, c'est parce que c'est sa carrière. Nous, on est là, on les accompagne. Moi, je donne toujours cet exemple-là. Nous, en tant que formateurs et centres de formation, on est comme des gares de train. Le train, il part, d'accord? Dans lequel il y a le joueur. Il s'arrête dans une gare. Il trouve que cette gare est belle. Il peut s'inspirer. Le voyageur descend. Il va visiter un peu la gare. Il reste un petit moment, il s'en va. Parfois, il passe dans une gare qui est catastrophique. Eh ben, il va pas s'épanouir dedans. Donc, nous, on est une gare. On peut pas... Moi, j'ai jamais osé dire ou dire j'ai formé un tel. Non. J'ai eu la chance de rencontrer ce joueur. Je l'ai accompagné. J'ai donné tout ce que je pouvais. Et lui m'a écouté. Je l'ai écouté. On a construit ensemble sa carrière. Oui, mais tu es quand même fier. Ah ben, non, mais là-dessus... Je veux dire ça, on peut pas te le lever. Comme moi, j'ai eu Mohamed Simakan et j'arrête pas de le répéter parce que j'en suis très fier. Je ne m'approprie rien. Simplement, je suis fier que le véhicule qui est le mien, qui est garé sur le parking, il y a 16 ans, il montait dedans et il venait avec mon match. Voilà. Et quand aujourd'hui sa maman, que j'embrasse, Mafouja, m'amène son maillot d'Al Nasser, où il joue avec un certain CR7, j'en suis fier. Et c'est normal. J'en ai eu d'autres qui, malheureusement, ont été en centre, notamment à Montpellier, notamment à l'OM, où malheureusement, ils sont pas allés au bout, mais on est fiers. Et c'est pas être s'approprier un mérite qui est pas le soi. Et pour parler de toi, quand tous les joueurs prestigieux que tu as eu, tu peux... Tout à l'heure, tu parlais notamment de
Achraf Hakimi, je veux dire, c'est magnifique quand même. L'histoire de quand tu le vois aujourd'hui, je te demande pas si quand même tu es fier, tu es très très fier et tu as de quoi. Ouais, non, la fierté, elle est là. Et puis, on a le sentiment du devoir accompli. C'est pour ça que je suis très méfiant par rapport à se gargariser. Et puis, bon, peut-être aussi, c'est mon éducation et l'humilité qui m'a été transmise. C'est honnêtement, au jour d'aujourd'hui, ce qui est important pour moi, la reconnaissance des gens de ce qu'on a fait, elle se, comment dire, elle se concrétise le jour où il y a un club ou une structure vous dit venez travailler chez nous. Ça, c'est de la reconnaissance de ce que vous êtes capable de faire. Mais ce que vous avez fait, vous avez été payé pour le faire. On m'a payé pour développer des joueurs. On m'a payé pour aller convaincre Hakimi de venir. C'est mon rôle, c'est mon job. Oui, mais même en étant payé, Nasser. Quand, par exemple, le roi du Maroc fait appel à toi, quand l'Arabie Saoudite, qui sont quand même des nations, fait appel à toi, quand l'Olympique de Marseille fait appel à toi, quand le Stade Malherbe de Caen et la famille Mbappé fait appel à toi. Je veux dire, c'est en plus d'être une belle reconnaissance, certes, tu es payé, oui, tu es payé, mais enfin, je ne t'apprends pas qu'il y a des gens qui sont payés qui ne font pas le job. Voilà, dans tous les métiers, dans toutes les corporations. Je suis d'accord avec toi. Donc, je veux dire, à un moment donné, c'est ça qui est important. Quoi, moi, effectivement, je suis vraiment fier comme tu dis, c'est vrai qu'il y a une grande fierté intérieure de voir ces joueurs qui font du football leur métier pour lequel tu les as détectés, tu les as accompagnés. C'est vrai que c'est une grande fierté. Même des joueurs qui n'ont pas réussi de carrière, qui vous rencontrent dans la rue, dire on vous remercie du passage qu'on a fait avec vous. C'est vrai que la fierté est là. Et toi, l'enseignant, je suis sûr que l'ancien enseignant, même quand un élève que tu as eu qui vient te voir et qui se rappelle, on a tous eu des profs qui nous ont marqués dans notre scolarité. Quand il vient te voir et qu'il te dit que grâce à toi, il a aimé telle matière, que grâce à toi, c'est grisant, quoi. Ça fait plaisir, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, j'aimerais savoir, au niveau des entraîneurs, celui qui t'a le plus marqué, que tu as côtoyé. Celui qui m'a plus marqué déjà au niveau de la formation, il y a eu 2 personnes qui m'ont marqué. C'était Daniel Zorzetto quand j'étais à Rouen et Guy Lacombe. Parce que Guy Lacombe, tu en parles souvent. Guy Lacombe, ça a été vraiment mon mentor. Guy Lacombe, ça a été quelqu'un qui m'a révélé ce qu'était le très haut niveau. La méthode de travail, je l'ai découverte avec Daniel Zorzetto à Rouen, qui m'a ouvert la porte alors que je venais que du monde amateur. Et puis, Guy Lacombe, quand il m'a recruté, il m'a ouvert la porte de l'excellence et l'exigence. Et ça a été quelque chose pour moi de formidable. Et puis, les entraîneurs, il y a Arsène Wenger, que j'ai eu la chance pas de côtoyer, mais que j'ai eu la chance d'aller le rencontrer quand il était à Arsenal. Son discours m'a montré qu'il ne fallait pas faire des grands discours pour faire comprendre ce qu'était le football. C'est quelqu'un qui vulgarise le football. C'est quelqu'un qui se met à la hauteur des novices du football et qui te fait comprendre en 5 minutes ce qu'est le football. Vraiment, j'étais très marqué par ça. Et puis le dernier que j'ai... J'aurais aimé, entre parenthèses, qu'il soit sélectionneur, Arsène Wenger. Parce que... il a choisi sa voie, mais aujourd'hui, il est dans une position exceptionnelle parce qu'il est directeur du développement du football international avec la FIFA. Et la FIFA en profite beaucoup et il a donné beaucoup, beaucoup d'idées pour le développement du football. L'autre entraîneur, c'est André Villas-Boas, qui m'a vraiment impressionné par sa qualité de travail, par son professionnalisme et sa façon de voir le football. Et je regrette de ne pas avoir passé 3-4 ans avec lui, mais sur l'année et demie que j'ai passé avec lui, il a été exceptionnel. Et tout ça, c'est grâce à Andoni Zubizarreta. Mais ça, c'est les entraîneurs qui m'ont beaucoup marqué. Andoni Zubizarreta, je le dis pour les plus jeunes qui regardent, qui était le gardien de la Roja à l'époque, qui était gardien de l'équipe nationale espagnole. Je crois de mémoire, il a fait 5 Coupes du Monde. Hein. Ouais, il avait joué notamment contre la France, quand la France avait fait le match d'ouverture au Stade de France pour l'inauguration. Ouais. Et c'était un certain Zinedine Zidane qui avait marqué. Alors, on parlait de travail. J'aimerais que tu me dises le joueur que tu as eu, le plus bosseur. Parce qu'il y en a, ils sont sur leur... et je parle sous ton contrôle, mais il y en a qui restent sur leurs acquis. Et puis, tu as des mecs, style Cristiano Ronaldo,
ce que disait Benassad, il dit à 7h du matin, j'arrive au centre d'entraînement, il était en train de faire les pompes, les abdos, le gainage. Toi, dans ta carrière, le joueur le plus bosseur que tu as côtoyé? Alors, je sais qu'il y en a eu. Hein. Oui, mais je vais en donner trois. Il y a Mathieu Bodmer, il y a Guillaume Moirot, qu'on a récupéré à 18 ans, qui venait de l'île de la Réunion. C'était incroyable. Il voulait rester après l'entraînement, bouffer du ballon. Mathieu Bodmer m'a révélé quelque chose quand il partait à l'école. Il mettait un ballon dans son sac à dos. Il faisait le trajet de sa maison jusqu'à l'école en jonglant. Et quand il y avait des escaliers, il jonglait sur les escaliers. Et quand il était au centre de formation de Caen, il faisait de l'extra. Il y en avait un autre qui était un mangeur, mais incroyable à l'entraînement. C'était Lassana Diarra. Ah, super joueur. Lassana Diarra. Super joueur. Et puis bon, je n'oublierai pas quelqu'un qui malheureusement n'a pas fait beaucoup de matchs avec moi à la réserve, mais qui s'entraînait avec moi. C'était une doublette de gardien de but. C'était Carlos Camini qui a fait 0 match en 3 ans avec moi, avec la réserve, parce qu'il y avait Alexander Wenzel qui jouait en équipe première et je récupérais en réserve Douchez et Blondel. Et lui n'a pas pu jouer. Et pendant 3 ans, il restait, il travaillait comme un fou et il travaillait en doublette avec Steve Mandanda. Ça existe encore moi, je me souviens quand j'étais môme, que c'était connu que Jean-Pierre Papin, quand tout le monde était sous la douche, il faisait des reprises de volée à l'entraînement, après l'entraînement, avec Alain Casanova, qui était troisième gardien derrière le Meta UR. Ça existe encore, ces joueurs qui, quand tout le monde est parti, oui, alors je parlais de CR7, mais bon, lui, c'est un extraterrestre, qui continuent à bosser tout seul. Oui, ouais. Il y en a. Moi, j'ai eu de leur plein gré, hein, je parle pas de... Oui, j'ai assisté à quelque chose d'exceptionnel, c'est la Juventus de Turin. J'ai fait mon stage pour le diplôme d'entraîneur professionnel, j'ai fait mon stage à la Juventus de Turin. C'était Fabio Capello. Il entraînait son équipe pendant 1 heure, et pendant une demi-heure, c'était les joueurs qui faisaient leur propre séance. Thuram se mettait avec un entraîneur pour travailler son gelon et puis ses contrôles. Il y avait Zebina qui travaillait la profondeur, allait récupérer un ballon de derrière, se retourner rapidement pour relancer. Il y avait Del Piero à qui l'entraîneur, lui disait que tu manques un peu de vitesse. Il allait chercher un préparateur physique pour lui faire travailler la vitesse. J'ai vu ça pendant 1 semaine. Hein. C'est pas un truc comme ça. Il travaillait 1 heure commune avec tous les joueurs et une demi-heure, Trezeguet était devant le but pour travailler ses reprises de volée. Voilà. Donc, il y a encore des joueurs à ce niveau-là. Ouais. Plus tu es un joueur de très haut niveau, et moi, tu as de problèmes avec lui parce qu'il a envie de travailler. Parce qu'il sait que tout ce qu'il fait en extra, c'est pour durer. Et c'est pour être performant. Mais on a aussi, Nasser, quand même des joueurs. Bon, moi, je parlais de Ronaldo, qui est quand même un exemple on le voit l'âge qu'il a. Bon, là, il a fini sa carrière internationale. Mais de vouloir toujours marquer, de faire la passe D, de vouloir battre des records. Alors que Chana, des fois, qui se complaisent dans leur confort, qui font pas attention à ce qu'ils mangent, à les boîtes de nuit, enfin, tout ce qui parasite un peu l'hygiène de vie d'un footballeur. Ces joueurs-là, tu signes pour eux que leur carrière va être éphémère. Tous les joueurs qui ont compris que leur outil de travail et que leur patrimoine, c'est leur corps, c'est leur santé. Le football, il évolue. Le football d'il y a 10 ans, c'est pas le football d'aujourd'hui. Il sera sûrement pas celui dans 10 ans. Donc, il faut qu'il soit à la page, qu'il s'entoure des meilleurs, à la fois sur le plan diététique, à la fois sur des spécialistes du sommeil, des préparateurs mentaux, etc. Parce que c'est devenu des Formule 1, ces joueurs-là. Donc, il faut qu'ils comprennent que le travail quotidien et que le sport de haut niveau se travaille dans le détail et qu'on doit être dans le détail. Alors, le dernier chapitre de cette longue et passionnante émission, mais qu'il fallait absolument que je parle avec toi, et on en a parlé, alors je trahis pas un secret avant l'émission, c'est ce qu'on appelle, et là je mets mon costume de président de club, le fameux projet Mbappé. Et comme je te disais avant l'émission, pour moi, hein, celui qui parle le mieux du projet Mbappé, c'est Monsieur Mbappé, Wilfried Mbappé. J'ai adoré ce qu'il a dit parce que aujourd'hui, tu le sais, puisque tu as été notamment à l'OM, donc tu as côtoyé les présidents de clubs amateurs, les parents du football amateur, les stades du football amateur, à Marseille comme ailleurs. Après, à Marseille, il y a la passion. Ça devient pour nous, présidents de club, insupportable ces comportements parce que
pour aller à l'essentiel, on a des parents qui rêvent que leur enfant devienne le futur Kylian Mbappé, comme avant c'était le futur Zidane, qui va, on va le dire clairement, leur payer, pour certains, la villa ou la maison, ou leur offrir la vie de leur rêve. Et beaucoup tombent de très, 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 très haut. Aujourd'hui, on voit sur les réseaux sociaux des parents, moi, j'arrive plus, pourtant, ça fait 30 ans sur les stades, qui font des TikTok, bon, chacun fait ce qu'il veut, mais qui mettent en scène comme tu mettrais une paire de chaussures que tu veux vendre sur le bon coin. En fait, ils veulent attirer l'attention par tous les moyens, y compris d'exposer, quand on connaît les dangers des réseaux sociaux et des plateformes et des YouTube, etc. Et aujourd'hui, ça va trop loin. J'ai eu un coach qui a été poignardé il y a 2 ans, oui, à Vivo-Sauvagère. J'ai eu un parent cette année qui a levé la main sur un éducateur parce qu'il estimait que son fils n'avait pas assez de temps de jeu. Et pourtant, j'ai, tu le sais, un club qui est modeste. Comment on peut faire pour endiguer ce fléau? J'en ai parlé avec Michel Platini dans l'after et lui-même, il n'avait pas de solution. Est-ce que toi, en bon pédagogue, en bon éducateur, en directeur de centre que tu as été, comment tu penses que nous, les bénévoles, les amateurs, on peut arriver à régler ce problème en sachant que le fil conducteur, c'est l'argent? Pour moi, il y a 2 choses qui me viennent en tête. La première, je pense que les clubs, que ce soit amateurs ou les clubs professionnels, on doit passer par une étape qui est la formation des parents avant d'aller à la formation des jeunes. Parce que tout à l'heure, on a parlé de cadre. Le cadre, tout de suite, on dit, bon, on va faire un cadre, ce sont les entraîneurs, les joueurs. Mais je pense que dans le cadre, il va falloir remettre un cadre aux parents, de leur dire, vous avez vraiment le droit de rêver. Vous avez le droit. Et nous, on vient avec vous dans ce rêve. Votre joueur, ça peut être un grand professionnel international, un grand professionnel de Ligue 1, ça peut être un professionnel de Ligue 2, mais on va tout faire pour l'amener quelque part. D'accord? Et vous allez être acteur avec nous. Mais venez, vous avez le droit de rêver. Est-ce que quand votre fils est malade, il a une gastro, vous l'emmenez chez qui? C'est un spécialiste gastro. Vous dites pas à ce docteur gastro, il faut faire ça, pourquoi vous faites comme ça, pourquoi? La même chose dans le foot. Vous l'amenez dans un club dont vous savez que votre club va s'épanouir. À Vivo, vous mettez à Vivo parce que vous savez que le président, c'est quelqu'un de bienveillant, que les éducateurs qui recrutent, ils sont à son image, qu'il va vous donner de bonnes installations, il va vous donner de bons équipements, il va vous donner un petit sac pour emmener les chaussures et tout ça. Donc, mais tu as toujours le parent qui va te dire qu'il est passé à côté d'une carrière, qui connaît le ballon mieux que toi, ou aussi bien que toi. Alors, il faut que tu aies le courage. Qui veut t'expliquer le football. Il faut que tu aies le courage de lui dire, allez créer votre club. Emmenez-le ailleurs. Il ne faut pas avoir peur de ça. Le jour où vous allez perdre 1 ou 2 et que vous allez voir qu'il est en train de partir en vrille, les autres, ils vont entrer dans le rang. Mais si vous êtes capable de... Alors, c'est pour ça que je dis la première chose, et c'est une idée que j'ai, c'est que dans le club, la première étape que l'on va faire, c'est se réunir 2-3 fois dans l'année avec les parents. C'est eux l'essentiel au départ. Leur faire comprendre les dangers des réseaux sociaux. Leur faire comprendre quelles sont les étapes pour lesquelles on développe vos enfants. Tu en penses quoi, toi, des parents qui mettent leurs enfants en scène sur YouTube, sur TikTok? Non, c'est quand même incroyable. Qui viennent pas se plaindre demain que de voir leurs enfants se faire agresser par les copains de l'école, qui voient des choses sur les réseaux sociaux. C'est les gamins qui sont encore plus durs avec leurs copains que l'écosystème extérieur. Protégez vos enfants. Le fait de le mettre comme un bout de viande, le vendre, quoi. J'ai l'impression que c'est... C'est pas responsable, ça. C'est pas digne d'un parent. Le parent doit protéger son enfant. Le parent doit aider son enfant à grandir. C'est pas les réseaux sociaux qui vont le faire grandir. C'est ce qu'il fait au quotidien. C'est quel message tu donnes à ton enfant. Quel est le chemin que tu lui donnes pour pouvoir réussir sa vie? Parce qu'aujourd'hui, nous, club, amateur ou pas amateur, on est responsable de l'insertion sociale de cet enfant-là. Parce que s'il devient professionnel, il faut qu'on l'éduque à être respectable, qu'il soit une belle image de lui-même, que ce soit quelqu'un qui s'insère dans la société, qui respecte la société et que la société le respecte. Ça, c'est notre rôle fondamental et le football est un véritable outil
de transmission de ces valeurs-là. Je te rends compte qu'en région parisienne, parce que j'ai des contacts en région parisienne et on subit tous les mêmes choses, ils en sont venus, certains clubs de la banlieue parisienne, à interdire les entraînements et les matchs aux parents. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'extrême. Moi, je suis pas pour, parce que tout ce qui est extrême, c'est jamais bon. Mais à un moment donné, parce que aussi on a vécu des agressions, etc., on en vient là, c'est quand même grave quand même. Alors que c'est un sport, c'est un loisir. Effectivement, je suis comme toi, je peux pas interdire aux parents de venir. Pourquoi je peux pas interdire? Parce que ils font partie de l'écosystème du développement de l'enfant, parce que c'est leur enfant. Ils doivent voir ce qui se passe sur le terrain. C'est pour ça que je dis, il faut éduquer les parents, de dire, OK, vous voulez quoi? Mais c'est dur d'éduquer des parents qui ont 30, 40, 50 ans. Non, je suis pas d'accord. C'est compliqué Je suis pas d'accord. Moi, je vais vous donner l'exemple de mon expérience au Maroc quand on est arrivé. Quand j'ai recruté les enfants, on a commencé en 2009 la première promotion. Les parents venaient pour voir les matchs et j'entendais « Donne ton ballon !»« Non, vas-y, bah. » Insupportable. Dès le premier, insupportable. On a fini le match, j'ai convoqué les parents, on avait un petit amphithéâtre, et je leur ai dit, ici, il n'y a qu'une seule voix qui parle, c'est l'entraîneur sur le terrain. Vous avez le droit à la parole tous les trimestres, parce que quand on fait le point avec votre enfant le trimestre, vous allez être invité. Vous allez écouter ce que l'on pense de votre jeune. Le jeune va vous dire ce qu'il pense de nous devant vous. Et vous aurez le droit de parler. Oui, je vois que mon fils, quand il rentre à la maison, il n'est pas bien dans sa tête, il se plaint de ceci. C'est là qu'on va parler. Mais sur le terrain, ce n'est pas votre rôle. Et je leur sors l'exemple du médecin. Quand vous emmenez votre médecin à un endroit, et si vous n'êtes pas content de ce qu'on fait avec votre fils ici, vous prenez votre enfant, vous l'amenez ailleurs. Il n'y a pas de problème. Il faut avoir le courage de le faire. Non, mais le problème, c'est que et puis, c'est pas toujours des parents dont les enfants sont des phénomènes. Ce qu'on disait tout à l'heure. Des fois, avant, c'était que des parents dont les petits étaient, ce que je te disais avant l'émission, étaient des phénomènes qui causaient des problèmes. Et les dirigeants avaient le truc de dire, ouais, mais je peux pas le virer, il est tellement fort. Et là, aujourd'hui, tu as des petits d'équipe 2, d'équipe 3, donc tout le monde a joué au foot. Mais je te dis, mais moi, je pense que, par exemple, dans l'éducation, c'est juste un flash que je viens d'avoir. Moi, j'ai eu la chance à la SCAN de côtoyer Bruno Bellone. Très grand joueur. Quel joueur. Ouais. Quelle carrière il a faite. Et malheureusement, il a été entre les mains de gens qui l'ont ruiné. Il était dans une position difficile. Il le dit, il a fait des émissions là-dessus. C'est pour ça que je ne trahis pas. C'est un mec formidable. C'est même Jean Chigana, et c'est lui qui l'a dit, qui a payé ses dettes. Ouais. Et moi, j'avais l'idée, si j'avais continué à l'OM, c'est de le faire venir avec les parents pour leur raconter son histoire. Par où il est passé, où est-ce qu'il en est arrivé, qu'est-ce qu'on lui a fait rêver. Et grâce à lui et lui-même et ses éducateurs, ils l'ont amené au plus haut niveau. Et qu'à l'arrivée, il y a des mecs qui sont extérieurs qui l'a ruiné. Donc, voilà. Donc, c'est arrivé à Yohan Molo aussi, la même chose. Toi qui a vraiment une grande notoriété dans la région, qui connaît beaucoup de joueurs, moi, par rapport à ton club, puisque tu connais tous les gens, c'est les faire venir, leur parler de ce qu'est une carrière aux parents. Voilà les étapes par lesquelles il est passé, comment il est arrivé dans un grand club, comment il est arrivé à devenir international, prendre vraiment la crème de la crème, qui viennent expliquer ça. Et les parents vont être attentifs. Le problème, Nasser, c'est que, tu sais, c'est un peu comme quand tu dis aux parents, et tu as dû le dire certainement, vous savez, dans le football, le talent ne suffit pas, il y a la chance aussi, et il y en a 1 sur 1 million qui réussit. Et le parent croit toujours que le 1 sur 1 million, c'est son fils. Fait, je t'apprends rien, c'est pas toi que je vais l'apprendre. Je leur dirais, faisons en sorte que vous soyez le 1 parmi 1 million. Par contre, pour qu'il soit 1 parmi 1 million, voici les étapes. Je leur dis même que vous avez plus de chances de gagner l'euro million que de foot. Non, mais c'est vrai quand tu regardes. Que... Je suis d'accord. Ouais. Mais faisons les règles et puis on arrive. Je vous ai dit tout à l'heure, avec l'Académie Mohamed VI, c'est vrai que c'était le début, c'était des âges où les clubs ne s'intéressaient pas, donc j'ai eu la chance de les prendre à 12 ans. Sur 57 enfants, 47 sont devenus professionnels. Pourquoi ? Parce que les parents se sont mis à l'écart. Les parents nous ont fait confiance. Les parents, quand les enfants revenaient à la maison, étaient un relais pour nous. On a fait vraiment comme un pacte et un partenariat dans l'intérêt de l'enfant. Et donc l'enfant, quand il n'était pas bien chez nous, ses parents lui disaient pas « Ah ben, ils font n'importe quoi là-bas. » Non, petit, travaille plus. Ils vont te refaire confiance, etc. Donc voilà, il faut qu'on amène les parents comme des partenaires à part entière dans le développement de leurs enfants. Je vais venir te rendre visite à Caen et voir comment tu travailles. Et par rapport à Caen, parce que tu le disais tout à l'heure par rapport à la famille Mbappé, la famille Mbappé, elle a
elle a vraiment un vrai projet sociétal. Alors, on va conclure cette émission justement en parlant de ça, donc parce que ça m'intéresse, mais ça intéresse aussi ceux qui vont regarder l'émission. J'imagine que l'objectif, c'est de remonter dans le futur en Ligue 1, puisque Caen, c'est un club de Ligue 1. Voilà. Comment, avec la famille Mbappé, ça se construit ce projet, justement? Ben là, moi, je viens d'arriver, je découvre un petit peu l'écosystème de Caen. La première chose, il faut que moi qui suivais de loin Caen, il faut les remercier du fond du cœur, parce que c'est un Français, il est encore joueur, c'était l'international, qui investit son propre argent dans un club qui était très en difficulté. Il met de l'argent là-dedans. Donc ça veut dire qu'il est en train de sauver un club. Et l'actionnaire, les gens ne sont pas toujours reconnaissants en plus. Hein. Les gens reviendront parce que tout est lié au résultat. Mais ça, c'est quelque chose, moi qui suis un professionnel du métier, je dis que c'est quelque chose de très fort. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que les actionnaires, ils viennent des États-Unis, ils viennent un petit peu de partout. Là, vous avez un franco-français qui est en train de mettre de l'argent dans ce club et qui a une véritable vision de développement, notamment dans sa famille, que ce soit le papa Wilfried, que ce soit Faiza, sa maman, que ce soit le président Ziad Hamoud. Ils ont vraiment une ambition sociétale de dire, OK, il y a le foot, c'est une chose, mais faisons en sorte de construire des hommes qui soient matures, des hommes et des femmes, parce qu'il y a aussi le football féminin, qui comprennent les valeurs de la vie. Sa maman, d'ailleurs, je suis de la même région qu'elle en Algérie, du côté de la Kabylie, là-bas. Et je sais, et c'est pas elle qui me l'a dit, parce que je la connais pas, mais je sais de par la famille que j'ai en Algérie, qu'elle fait beaucoup de bien là-bas, dans ces régions, notamment au niveau des femmes. Elle aide beaucoup, elle développe le tissu associatif, elle aide beaucoup dans les projets, c'est très bien. Et donc voilà, donc il y a un vrai projet sociétal dans lequel la famille s'intéresse vraiment à ce qui se passe avec les enfants, quel est leur devenir après ou sans football. Donc ils sont vraiment dans ce truc-là, c'est quelque chose vraiment de motivant. Moi qui suis un formateur, c'est quelque chose qui me parle et qui me plaît. Et puis bien sûr, parce qu'on a un investisseur qui est quand même l'un des meilleurs joueurs au monde, il y a bien sûr la performance du club. C'est de dire aujourd'hui, l'arrivée de Mathieu Bodmer... On peut dire même le meilleur. Je pense qu'aujourd'hui... Voilà, il est en train de montrer au monde entier qui il est, avec une grande maturité, et en plus avec Gaël Clichy comme entraîneur, avec Mathieu Bodmer qui est là, avec le pouvoir technique qu'on nous donne. Et ben, l'objectif, c'est de faire honneur à cette confiance, de dire il faut monter en Ligue 2, voyons comment on se comporte en Ligue 2 pour un jour arriver bien sûr en Ligue 1. Et ça, il y a l'objectif sportif, mais il y a aussi l'objectif, je dirais, sociétal et de rayonnement du club. Et la chance qu'a ce club, c'est d'avoir ce mec-là dans oui, parce que de toi à moi, je veux dire, il pourrait, il est encore en activité, il joue. Pour moi, c'est le meilleur du monde. Hein. Aujourd'hui, je veux dire, il y a Haaland, il y a lui, il y a le petit Lamine Yamal. Voilà, bon, Messi, Ronaldo, ils sont en fin de carrière. Ça restera des légendes. Il pourrait avoir autre chose à faire que de s'occuper d'un club comme Caen, quoi. Je veux dire, voilà. C'est bien d'avoir... On le voit aujourd'hui, quand on voit, par exemple, les Girondins de Bordeaux qui se retrouvent en R1, ça fait de la peine, quoi. On a connu... voilà, donc c'est bien quand il y a des gens qui mettent de leur argent pour aider des clubs à se développer. Moi, je dis chapeau, surtout que la Normandie, c'est une région de football. C'est une belle... Et c'est bon, c'est toi qui es de là-bas, tu sais ça mieux que moi. Donc ça fait vraiment plaisir. J'imagine que c'est grisant de travailler avec la famille Mbappé quand même. C'est pas n'importe qui. On se découvre, on se connaissait pas, on se découvre. Et les premiers instants que je vis dans le club, je sens beaucoup de sérénité grâce à cette famille-là. Cette famille qui a la notion, je dirais, de la bienveillance générale. Donc ça, c'est quelque chose qui me parle et qui me plaît. Donc, je pense qu'on va bien s'entendre et qu'on va faire de belles choses à l'avenir. En tout cas, je te souhaite que des bonnes choses. Nasser, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je rappelle quand même que tu viens de l'aéroport, tu viens d'arriver sur Marseille. Et la dernière fois, tu étais prêt, alors je vais trahir un secret, pardon, mais tu étais prêt à faire un aller-retour Caen, Marseille pour venir à mon émission et je t'en suis très reconnaissant. Merci beaucoup
de l'amitié et l'attention que tu me portes, ça me touche énormément. Bonne continuation à Caen. Enfin, on va suivre ça en tout cas. Mes amitiés à la famille Mbappé, même si je les connais pas, ils me connaissent pas, mais voilà. Et merci à Kylian pour la Coupe du Monde extraordinaire qu'il est en train de faire. J'espère qu'il va être meilleur buteur parce que franchement, c'est ce qu'il a fait, ce qu'il fait, c'est complètement dingue. Ouais. C'est tout le mal qu'on lui souhaite parce que c'est vraiment un leader pour ce pays, un leader pour le football. Il est leader de ce club où je vais travailler. Et puis moi aussi, je voudrais te remercier. D'abord, te féliciter pour ce que tu fais parce que tu vas au fond des sujets, tu amènes de la fraîcheur dans l'actualité footballistique. Et je sais que tu es un amoureux de l'OM et puis je suis tombé dans la marmite de l'OM et puis j'en suis extrêmement fier. Et puis encore merci de cette tribune que tu me donnes pour pouvoir m'exprimer et puis surtout parler de football. Et c'est toujours passionnant. Merci beaucoup. C'est un honneur. C'est vraiment un honneur pour moi. Merci à tous. On arrive au terme de cette émission. Donc merci à Nasser Largué de nous avoir fait le plaisir d'être présent. On se retrouve la semaine prochaine avec Jean-Charles Debono, ancien joueur de l'Olympique de Marseille, ancien minot. Zaki Noubir, qui est entraîneur d'Istres, avec qui j'ai une relation particulière, puisque j'étais son premier entraîneur. Et William Fekraoui, l'actuel directeur général du Sporting Club Aubagne-Herbel. Donc encore du très beau monde au Marseillais. À très bientôt. Ciao.